Quoi de plus naturel que de nous retrouver au Palais de la Découverte pour la remise du prix Jean Perrin. Nous sommes dans l'établissement que vous connaissez, créé par celui à qui fut attribué le prix Nobel de physique en 1926. C'est un peu la maison des physiciens, le Palais. Homme de sciences et de culture, fondateur du CNRS, autorité politique aussi, puisqu'il a été ministre. Jean Perrin a mis toute sa vie au service des autres, avec l'envie de rendre la science accessible à tous, visible, reconnue par les pouvoirs publics et par le grand public. Nous sommes aujourd'hui réunis pour témoigner de la réussite de son entreprise. Le monde qu'il y a dans nos murs aujourd'hui en témoigne, près de 80 ans après l'ouverture du Palais, qui a ouvert, vous savez, en mai 1937, à l'occasion de l'exposition internationale de Paris. Un palais à l'image de son créateur, populaire, ouvert sur le monde. C'est un lieu symbolique où, pour la première fois, la science sortait des laboratoires pour se faire sous nos yeux. Grâce à des démonstrations spectaculaires, ce modèle, beaucoup copié, n'a pas vieilli. C'est ce qui fait le sel de cette maison. Dès 1937, le Palais va établir des liens privilégiés avec la communauté des physiciens. De grands noms de la physique ont donné au Palais ses lettres de noblesse, la famille Joliot-Curie, les membres de l'Institut du Radium se sont notamment investis dans nos expositions et nos conférences dans les années 50. Plus proche de nous, je pense également à Étienne Guyon, qui a été directeur du Palais de 1988 à 2000. En 2007, dans sa préface à l'ouvrage « Comment devient-on scientifique ? Enquête sur la naissance d'une vocation », Pierre-Gilles Degène déclarait au sujet du Palais de la Découverte, je cite, ouvrez les guillemets, « Ma vocation est née du plaisir d'y découvrir des expériences, celles qu'on pouvait faire soi-même et celles qu'on nous expliquait. » Les physiciens ont toujours exprimé un attachement passionné au Palais. Monsieur le Président, vous le disiez il y a encore quelques minutes, ils se sont beaucoup mobilisés pour lui. Et leur soutien fut déterminant dans les moments de doute. Je cite à cet égard Alain Aspect qui déclarait en 2009 « Le fait que le Palais de la Découverte se trouve à 2 pas des Champs-Élysées, à 2 pas des grandes expositions du Grand Palais et à une petite marche à pied du Louvre est absolument symbolique du fait que la culture fait un tout. Le prix Jean Perrin est donc un symbole fort, fort pour vous, fort pour nous. Il récompense un effort particulièrement réussi de popularisation de la science. La liste des précédents lauréats suffit à montrer la qualité de la sélection et le sérieux du jury. Parmi les récipiendaires, il n'y a pas que des physiciens, ce qui prouve d'ailleurs l'ouverture d'esprit dont vous avez fait montre. Alors Valérie Masson-Delmotte, venons-en à elle, pas totalement une inconnue dans cette maison, je dirais même c'est une amie de la maison, et nous nous enorgueillissons de son amitié. Elle est physicienne, diplômée en physique des fluides de l'École centrale de Paris. Je ne vais pas raconter sa carrière. À la suite de son diplôme, vous savez qu'elle s'est spécialisée dans les sciences du climat et qu'elle est aujourd'hui l'une de nos plus fières représentantes au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, où elle co-préside le groupe de travail numéro 1 qui travaille sur les bases physiques du climat. Valérie Masson-Delmotte fait également partie du conseil scientifique d'Universcience. C'est moins connu, mais c'est important pour nous. Une instance qui nous aide à piloter ce beau navire qui a maintenant donc 2 adresses, ici et à la Cité des sciences et de l'industrie. Elle a participé à de nombreuses conférences, à la Cité comme au Palais, et elle fut aussi, je tiens à le souligner, la conseillère scientifique, la commissaire scientifique, très impliquée de l'exposition Climat, l'expo à 360 degrés, que nous avons présentée à la Cité des sciences et de l'industrie à la fin de l'année 2015 pour la COP 21, bien évidemment. Une exposition citoyenne qui montrait les conséquences du réchauffement climatique et les défis que nos sociétés ont à relever pour limiter son impact. C'est une exposition qui a tourné dans le monde entier, puisque nous l'avons mise à disposition du réseau des instituts français, que sont nos centres culturels sur l'ensemble de la planète. Et donc la voix de Valérie, la voix de la science, la voix de la raison, j'allais dire, a porté bien au-delà du 19e arrondissement et des frontières de notre pays. Donc c'est pour moi un immense plaisir que ce prix prestigieux lui soit décerné ce soir et lui soit décerné ce soir ici dans ces murs. Il récompense un travail de recherche important, des qualités de grandes scientifiques, des qualités humaines que nous apprécions au quotidien, qui, à l'image de Jean Perrin, sait mettre son savoir à la portée de tous. Je vous remercie. Bien, à mon tour de prendre la parole, je suis Michel Spiro, président de la Société française de physique. Je suis extrêmement heureux qu'on puisse, dans ces lieux, au Palais,
pouvoir remettre ce prix Jean Perrin de la Société française de physique. Donc, Monsieur le Président de l'Universience, un grand merci. Je remercie aussi Monsieur Jean-Michel Courty, le président du jury, d'avoir contribué à désigner la lauréate. Et bien sûr, chère Valérie, chère lauréate, je suis très heureux de m'adresser à vous et à vous tous. La Société française de physique a un attachement viscéral depuis longtemps, depuis toujours, au Palais de la Découverte, à l'Universience aussi, bien sûr, mais particulièrement au Palais de la Découverte, où beaucoup de ses membres ont connu des moments qui les ont inspirés dans leur vie, notamment quand ils étaient jeunes, à l'époque où on est au lycée, c'est surtout à cette époque-là où le palais touche les cœurs des jeunes et donne des vocations. Donc on a instauré depuis maintenant un an un partenariat entre la Société formalisée entre la Société française de physique et le Palais de la Découverte, qui nous permet donc de faire cette remise du prix Jean Perrin aujourd'hui. J'annonce déjà que le 23 mars 2017 aura lieu la remise des autres grands prix de la Société française de physique, le prix Ricard, le prix Robin et le prix Rocard, Yves Rocard, le père de Michel Rocard, le 23 mars dans ces lieux. Et ce partenariat, nous souhaitons le continuer le plus longtemps possible. Nous savons que le Palais va rentrer dans une période de turbulence à partir de 2019 à cause des travaux qui sont imposés par la loi, si je puis dire, par l'état de vétusté, bon, disons, ou par des considérations même de sécurité, je pense. Hein. C'est ça. Donc pendant 3 ans. Et donc, bien sûr, le souhait, c'est que le palais vive pendant ces 3 ans avant de ressusciter dans ces lieux. Et pour le faire vivre, donc, il va falloir aller hors les murs, forcément, puisque ici, il ne se passera plus rien pendant ces travaux. Et donc, je voudrais redire que, comme je l'ai dit juste avant, que la Société française de physique et ses adhérents, 3000 adhérents, hein, quand même, c'est pas rien, répartis dans toute la France, sont prêts à vous aider à réussir des manifestations, des expositions, des conférences dans les lycées, bien sûr, particulièrement ou ailleurs, de la région parisienne ou même de France. Hein. On a des sections locales dans toute la France. On se réunit d'ailleurs dans une semaine, le 13 décembre, avec l'Académie et avec d'autres partenaires, pour voir dans quelle mesure on pourra vous aider, puisqu'il faut maintenant, déjà aujourd'hui, travailler cette période qui arrivera très bientôt, de 2019, c'est quasiment demain. Et donc, on est à votre disposition pour vous aider. Je reviens donc à la remise de ce grand prix, le prix Jean Perrin de popularisation de la science, qui est attribué donc à Valérie Masson-Delmotte. Je mentionne qu'une seule chose, puisque Jean-Michel Courty donnera plus d'éléments. Valérie, vous êtes coprésidente dans le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat. Vous êtes coprésidente du groupe numéro 1, qui sont les bases physiques de l'évolution du climat. Alors d'une part, je suis très heureux que la physique soit bien présente dans ce sujet qui est très, très important pour l'humanité et très médiatisé. Mais je suis aussi très heureux que vous ayez réussi collectivement à faire en sorte, avec le GIEC, que la voix des scientifiques soit entendue. Alors je ne dis pas écouter, je fais une distinction entre entendre, qui est juste la perception, et écouter, qui est l'acte cognitif qui permet de s'approprier les choses. Mais enfin, disons que vous êtes au moins entendu par les politiques, c'est déjà un progrès. Parce que le reste de la science, bien souvent, n'est même pas entendu. Nous, désespérément, on cherche à voir comment faire entendre la voix des scientifiques dans les lois données avant que les lois ne sortent. Et on est extrêmement heureux, maintenant je crois que c'est public, c'est sur le web en tout cas. Il y a une action qui vient d'être lancée, droite-gauche, puisque c'est Bernard Accoyer et Jean-Yves Le Déaut, un projet de loi, de résolution, pardon, qui est soumise au Parlement. Alors évidemment, ça tombe en période turbulente. Je ne suis pas sûr que ça survivra aux turbulences qui commencent à se dessiner dans la période électorale actuelle. Mais néanmoins, c'est un projet de résolution qui vise à ce que les projets de loi, bien en amont, soient soumis aux scientifiques. Alors il reste à voir comment c'est fait, l'Académie, ou bien je ne sais pas, il y a un tas de formules. Il y a d'ailleurs des formules qui existent déjà dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, l'Angleterre, les États-Unis, et également au Parlement européen avec la Commission qui a mis au point un système où tous les projets sont soumis à un groupe de scientifiques qui lui-même écoute toute la communauté scientifique. Donc en tout cas, ce projet de loi vise à faire entendre
la voix des scientifiques avant que les lois ne sortent, un peu comme le Conseil constitutionnel se prononce sur le caractère juridique des lois. L'idée, c'est que les scientifiques puissent dire, lorsque ça les concerne, s'il y a des contre-vérités scientifiques ou pas dans les projets, bien en amont. Certainement, nous, c'est un peu notre rêve, et si on peut aider à ce que cette résolution puisse passer, bien sûr, on le fera volontiers. L'idée étant que les scientifiques actuellement sont très peu écoutés dans le débat parlementaire, même si pourtant on a un office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques qui est extrêmement actif, qui fait des auditions, mais dont les rapports contribuent peu à être pris en compte par les politiques. Donc l'idée, ça serait bien sûr de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire essayer de donner à l'OPESST la possibilité de jouer un rôle plus important en écoutant les scientifiques et en ayant une manière de faire introduire du rationnel dans le débat parlementaire. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Jean-Michel Courty, qui va vous présenter le travail du jury qui a permis d'arriver au choix de la lauréate Valérie Masson-Delmotte et qui va donc introduire l'exposé que nous fera ensuite Valérie Masson-Delmotte après la cérémonie de remise du prix que, bien entendu, on va faire juste après. Merci. Bonjour, Monsieur le Président d'Univers Sciences, cher Michel, chère Valérie Masson-Delmotte, chers tous. Je vais commencer déjà par vous rappeler ce qu'est le prix Jean Perrin, qui a été créé par la Société française de physique en 1972 et qui est, je cite, « destiné à récompenser un effort particulièrement réussi de popularisation de la science. Tous les moyens d'expression, écrits ou audiovisuels, sont concernés. Le prix pourra couronner aussi bien des films que des livres ou des chroniques journalistiques, etc. Peut-être faudra-t-il qu'on rajoute aujourd'hui les blogs, YouTube, etc. On y réfléchit. Le prix est attribué par le Conseil de la Société sur proposition d'un jury constitué de 9 personnalités, dont 4 ne sont pas des physiciens. Le prix Jean Perrin a été remis pour la première fois au cours du congrès centenaire de la Société française de physique à Vittel en 1973. Et donc ce prix, la caractéristique, c'est de ne pas récompenser que des scientifiques professionnels, mais en fait à tour de rôle de représenter des personnes du milieu scientifique, du milieu du journalisme et du milieu de la médiation scientifique et du milieu associatif. Et on voit dans les derniers lauréats qu'il y a par exemple Denis Savoie, qui est actuellement directeur de la médiation scientifique et l'éducation à Univers Sciences, Daniel Elkin, qui est un physicien qui travaille à Lille, et l'an dernier, Christian Counillon, qui est éditeur. C'est lui qui prépare les ouvrages scientifiques. Il a été éditeur chez Belin et maintenant, il est chez Flammarion. Alors le jury, cette année et ces derniers temps, on s'attache à avoir des jurys qui soient paritaires hommes-femmes. Donc cette année, on avait Michel Cabaret, qui est directeur de l'Espace des Sciences de Rennes, moi-même qui suis président et qui suis professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, Daniel Hennequin, donc chercheur CNRS à Lille, David Larousserie, journaliste scientifique au journal Le Monde, Bénédicte Leclerc, ici présente, chef du département Rencontres Sciences et Sociétés à Univers Sciences, Cécile Lestienne, directrice de la rédaction de la Revue pour la Science, et Séverine Martranchard, qui est physicienne à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay. Et donc, avec ce prix, comme on a ces 3 catégories, donc les lauréats, ce ne sont pas eux qui se présentent au prix, ce sont les membres de la Société française de physique et les membres du jury qui proposent les candidats, et ça mijote. Parce que comme on a 3 catégories différentes, comme l'an dernier, on avait quelqu'un qui était du milieu de l'édition, etc., ça veut dire que les candidatures du milieu d'édition, on en a discuté, etc., mais voilà, pour les prochaines années. Et donc, ce prix pour Valérie Masson-Delmotte, il a mijoté. Et puis, l'an dernier, on a trouvé que c'était vraiment, ce serait une excellente lauréate.
Donc, comme vous avez un peu fait l'historique, donc sur le fait que depuis le début de sa carrière, elle travaille sur le climat, sa participation au GIEC, et elle a reçu aussi de nombreux prix. Sur l'aspect popularisation de la science, eh bien, Valérie Masson-Delmotte a utilisé des outils divers et variés. Livres, expositions, sites internet ou conférences, en privilégiant le contact direct avec le public. Et on peut noter que c'est vraiment très varié, puisque par exemple, au niveau des ouvrages, nous avons 3 ouvrages pour les enfants, destinés à des publics de 9-12 ans, et puis, pour le grand public, une dizaine d'ouvrages, plus destinés aux adultes. Valérie Masson-Delmotte a été commissaire d'exposition, donc notamment à Universcience, et plus récemment, elle a été à l'initiative d'un site internet qui montre les simulations climatiques et qui compare les simulations climatiques effectuées dans le passé et l'évolution actuelle du climat, et donc qui permet vraiment à chacun d'aller regarder ce que sont ces simulations, les diverses modélisations possibles, et puis comment ça se compare avec ce qui se passe. Et puis, lors de la dernière COP21, elle a été au contact direct avec le public, notamment en participant au train du climat. Et donc, sur la base de ces éléments, le jury a jugé que Valérie Masson-Delmotte est très active envers le grand public, avec des interventions nombreuses et de qualité sur un sujet majeur, l'évolution du climat. Elle allie avec brio un travail de recherche de niveau international et la diffusion des connaissances envers les enfants et un public curieux mais non spécialiste. Et le jury salue particulièrement l'aspect citoyen de cette démarche qui vise à donner à des publics de tous âges, et notamment les enfants, les clés de compréhension scientifique du changement climatique. Et donc, c'est pour cette raison que le jury a proposé à l'unanimité Valérie Masson-Delmotte pour qu'elle reçoive le prix Jean Perrin cette année. Ça marche? Non. On va procéder à la remise du prix, la cérémonie. Donc, je vous propose de venir devant les tables. Alors, d'abord, chère Valérie, je vais remettre le diplôme. Donc, je vais lire d'abord ce qui est inscrit sur ce diplôme. Donc, prix Jean Perrin 2015. La Société française de physique a le plaisir de décerner le prix Jean Perrin 2015 à Valérie Masson-Delmotte. La Société française de physique félicite Valérie Masson-Delmotte pour son activité de popularisation pour tous sur les sciences du climat. La SFP salue l'aspect citoyen de cette démarche qui vise à donner à des publics de tous âges, et notamment aux enfants, les clés de compréhension scientifique du changement climatique. Et Jean-Michel, je te charge de remettre. Voilà, donc là... Donc avec ce prix, il y a une médaille gravée par la Monnaie de Paris avec au recto un instrument astronomique, ça change tous les ans. Et puis au verso, votre nom et puis le prix Jean Perrin. Merci beaucoup. Et Et dernière chose avant la photo, avec ce prix vient aussi, alors de nos jours maintenant c'est une enveloppe dématérialisée. Merci. Donc, et encore une fois,
Et donc maintenant, nous allons passer à la conférence proprement dite. Et donc, je propose qu'on se mette au premier rang. Donc merci infiniment pour ce prix qui me touche particulièrement venant de la Société française de physique, sachant que je me définis comme physicienne travaillant en sciences du climat. Et donc dans cette présentation que j'ai voulu ancrer non pas sur mon propre travail, qui est un travail qui porte sur les climats passés, mais sur les variations les plus récentes, la manière dont on est capable de donner sens à ces variations les plus récentes, c'est-à-dire comprendre quelles sont leurs causes, quels sont les mécanismes à l'œuvre, et puis quelles sont les évolutions futures possibles, dans un contexte où, vous le savez certainement, l'accord de Paris sur le climat est rentré en vigueur le mois dernier, et à cette date, il a été ratifié par 115 pays, qui représentent environ 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc on a également cette réalité d'engagement des différents pays dans un mécanisme d'action vis-à-vis du changement climatique. Donc le titre de la conférence est « Climat, quels enjeux après l'accord de Paris ?» mais je vais en fait essentiellement parler de physique du climat. Et je vais essayer de vous parler à la fois de ce qu'on a acquis, mais aussi des questions qui sont ouvertes. C'est quelque chose qui est particulièrement délicat vis-à-vis du climat. Pourquoi? Si on met l'accent sur les incertitudes, on ouvre la porte au doute vis-à-vis de la réalité de l'influence de l'homme sur le changement climatique. Si on met l'accent sur les certitudes, on fait croire qu'on a résolu toutes les questions de recherche liées à la compréhension du changement climatique et du fonctionnement du climat, ce qui est faux. Et donc il y a un exercice un peu délicat et je vais essayer de marcher sur ce fil de funambule avec vous pendant ces quelques moments. J'ai remis là en fait le dessin qui avait été fait par une étudiante française pour le timbre de la COP 21, qui est assez joli. Vous voyez en fait la tour Eiffel, ça représente les racines d'une petite plantule un peu fragile. Et c'est peut-être de cette manière-là qu'on peut aussi voir cet accord de Paris. Ce sont des engagements, c'est un mécanisme qui fonctionne sur la base d'engagements volontaires des différents pays, qui vont être révisés tous les 5 ans, avec un premier rendez-vous important en 2018, et un mécanisme d'inventaire global en 2023 qui fera le point sur l'action. Où en sont les engagements des différents pays, en interne et entre eux, vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique? Où en sont leurs engagements vis-à-vis de la trajectoire attendue d'émissions de gaz à effet de serre et sur quelle trajectoire collectivement ça nous place vis-à-vis de l'évolution future du climat? Alors, derrière en fait ce processus politique intergouvernemental, il y a en fait ce que j'appelle une formidable aventure scientifique. Cette aventure scientifique, c'est des générations de scientifiques, depuis au moins l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, qui veulent tout simplement, pilotés par la curiosité, comprendre le temps qu'il fait aujourd'hui, le temps qu'il va faire demain. Plus largement, pourquoi est-ce qu'on a ces différentes conditions météorologiques dans différentes régions? Pourquoi on a cette diversité de conditions climatiques à la surface de la Terre? Pourquoi le climat a varié dans le passé et n'est pas quelque chose de stable? Et puis de la compréhension de la manière dont ça fonctionne, il y a aussi cette capacité à prévoir le temps qu'il va faire, prévoir la trajectoire qu'on doit emprunter en bateau pour aller d'un point A à un point B, ce qui demande de comprendre les vents, les courants marins, prévoir pour se protéger par rapport aux événements intenses, et puis anticiper sur l'évolution future du climat pour avoir une idée de dans quelle direction cette espèce de bateau qui est notre planète sur laquelle on est embarqué nous emmène à l'avenir. Alors j'aime bien représenter les premiers instruments de mesure du climat. Ce sont des marches graduées qui permettaient de suivre les crues du Nil. Dans l'Égypte ancienne, les crues du Nil, elles étaient importantes pour fertiliser les terres, donc pour la production agricole, mais aussi pour les recettes fiscales d'un des premiers États centraux. Et à l'époque déjà a été construit patiemment cette observation. Quel niveau sur ces marches d'escalier la crue du Nil a atteint cette année? Comment ça se compare aux variations des années d'avant? Et on a ainsi des chroniques sur des siècles et des millénaires qui témoignent de la variabilité des pluies du Nil au cours du temps, qui vont dépendre de l'intensité de phénomènes comme certaines moussons, qui vont en fait très loin des villes égyptiennes alimenter ce fleuve. Et le mot climat vient du grec, qui veut dire inclinaison, parce que les Grecs, à travers une observation attentive, avaient relié l'angle d'inclinaison des rayonnements solaires avec la température entre le matin
et le soir, entre l'hiver et l'été, et puis en gros entre l'Égypte et l'Écosse, qui était à peu près la gamme de leurs explorations. Alors, le Moyen-Âge, c'est une période où il y a eu énormément de progrès, de réflexions, qui sont essentiellement archivés dans les manuscrits arabes, en particulier les bibliothèques d'Irak, avec tout un savoir qui a été maintenu depuis la période de l'Antiquité, qui a évolué au cours du temps, qui a nourri au moment de la Renaissance la réflexion des scientifiques européens. Et petit à petit sont nés les instruments de mesure, le thermomètre dans les années 1659, et une fois qu'on avait des instruments, ça changeait tout. Parce qu'au lieu de décrire des conditions plus froides ou plus chaudes, on pouvait les mesurer partout. De cette mesure, on peut anticiper les évolutions à venir. La mesure de la pression permet d'anticiper le temps qu'il va faire. Et des grands réseaux de mesure ont été organisés à partir principalement du 19e siècle. Et c'est donc à partir en gros des années 1850-1880 qu'on est capable de suivre l'évolution de la température à la surface de la Terre. Et puis cette observation, elle s'est démultipliée avec, depuis en gros les années 1970, la capacité enfin d'observer l'ensemble de la planète depuis l'espace. Alors c'est pas parfait, il faut traverser l'atmosphère, les nuages, les particules, mais c'est uniquement depuis l'espace qu'on peut suivre, par exemple, l'évolution de la banquise autour de l'Antarctique, ou l'évolution de la banquise dans des régions difficiles d'accès autour de l'Arctique. C'est maintenant par satellite qu'on suit l'évolution du niveau moyen des mers. C'est par satellite qu'on est capable d'évaluer la quantité de masse perdue ou gagnée par les grandes calottes du Groenland ou de l'Antarctique. Donc cette révolution de l'observation depuis l'espace, elle est fondamentale dans notre capacité à suivre l'évolution du climat de la Terre. Et puis on a d'autres frontières. Vous avez en bas un robot qu'on envoie en profondeur dans les océans, qui permet de suivre l'évolution de la température et d'autres paramètres qui caractérisent l'état de l'océan, pas uniquement en surface, on savait le faire depuis longtemps, mais de manière systématique, coordonnée, en profondeur. Et ces mesures-là, elles ont une valeur économique, par exemple, pour anticiper les zones de pêche, mais elles ont aussi une valeur essentielle, et je vais vous montrer à quel point l'océan joue un rôle fondamental dans l'évolution du climat planétaire. Et puis, donc, en haut, vous avez un petit échantillon de carottes de glace. Il y a aussi cette révolution graduelle sur la caractérisation des changements passés. On a une vision, en fait, parfois religieuse d'un monde créé et immuable. Et petit à petit, à partir des travaux des naturalistes assez anciens, et puis les travaux des géologues, les travaux des glaciologues au XIXe siècle, est vraiment née cette connaissance du fait que le climat de la Terre a subi des variations majeures au cours du temps, avec la succession de glaciations et de périodes chaudes. Et au XXe siècle, les techniques d'analyse, les techniques de datation, en fait des techniques physiques appliquées à des objets naturels, ont permis de dater ces grands changements, le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, de calculer les amplitudes de ces changements, en gros 5 degrés entre une glaciation et une période chaude. Et ça, c'est fondamental dans la manière dont on peut tirer parti de ces connaissances sur les évolutions passées du climat. Et puis en gros, à partir du XIXe siècle, les lois de base de fonctionnement de l'atmosphère, de l'océan, par la physique des fluides, par la thermodynamique, par la compréhension des transferts de rayonnement, ont permis de comprendre, de mettre en équation le fonctionnement de l'atmosphère, le fonctionnement des océans, comprendre leurs interactions complexes, non linéaires, et construire en fait graduellement, en particulier par le progrès des outils de calcul, des ordinateurs, dès l'après-guerre, donc construire des modèles qui permettent par ces équations, à partir de l'état initial, de prévoir l'évolution de l'atmosphère, ça c'est la météo, prévoir la météo à quelques heures, à quelques jours, avec des progrès fantastiques qui ont été effectués au cours des derniers 40 ans. Et puis également, donc, ces modèles de l'atmosphère ont été de plus en plus complexes, prenant en compte pas uniquement l'atmosphère, mais aussi la surface des continents, les glaces, les océans, leurs interactions, comprendre le fonctionnement du climat. Et au départ, pas du tout vis-à-vis de l'influence humaine. Simplement pour comprendre pourquoi on a ces variations saisonnières, cette variabilité d'une année à l'autre, différente selon les régions. Comprendre pourquoi il y a eu des variations passées, des glaciations, en formulant une hypothèse et en utilisant ces outils pour tester physiquement la véracité en fait, de ces hypothèses. Et donc notre système climatique, il est formidablement complexe. Et on n'en a qu'une réalisation, on n'a qu'une histoire.
passé du climat. Donc tirer parti des grandes variations passées, c'est comme accéder à des expériences naturelles sur le climat de la Terre. Quand on a eu des grosses éruptions volcaniques, comment le climat a réagi? Quand la trajectoire de la Terre autour du Soleil a changé, comment le climat a réagi? Et puis aujourd'hui, qu'on injecte massivement des gaz à effet de serre, le climat est en train d'y réagir. Donc on a en fait des modèles qui sont une représentation idéalisée et imparfaite de la réalité, et puis on a cette connaissance finalement du passé. Et ce sont tous ces éléments-là qui contribuent à comprendre ce qu'on appelle la machine climatique. Donc cette machine climatique, on peut la décrire vraiment de manière très simplifiée avec l'atmosphère, la surface des continents avec la végétation, les sols, les océans et puis les glaces. Alors les glaces, ça peut être les glaciers, ça peut être la banquise, la couverture de neige, sous différentes formes. Et en permanence, ces différents compartiments échangent de la chaleur, échangent du carbone, du dioxyde de carbone ou du méthane, et échangent de l'eau. Si rien ne change autour de la machine climatique, ces interactions vont produire une variabilité. Comme le temps change d'un jour à l'autre, on va avoir aussi une variabilité spontanée, d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et puis en permanence, cette machine, elle va réagir à des perturbations, qu'elles soient naturelles, une grosse éruption volcanique, des petites variations de l'activité du Soleil, ou bien dues à l'influence humaine, la déforestation ou la consommation massive d'énergie fossile. Et donc tout l'exercice consiste à comprendre ces interactions, ces rétroactions, qui vont amplifier la perturbation initiale. Alors des exemples de rétroaction, il y en a plein. Si vous réchauffez l'atmosphère pourra contenir plus d'humidité. Et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre qui va amplifier la perturbation initiale. Si vous réchauffez l'atmosphère, vous allez avoir moins d'enneigement, moins de surfaces englacées, vous allez perdre leur effet de miroir, et donc vous allez absorber davantage d'énergie, ça va amplifier la perturbation initiale. Donc tout le travail sur les sciences du climat consiste à comprendre en fait ces interactions, ces rétroactions, et sur l'évolution observée du climat, arriver à comprendre ce qui relève de la variabilité spontanée ou ce qui relève d'une réponse aux perturbations. Donc vraiment, on travaille sur un système complexe où on essaye de déterminer quelles sont les causes et quelles sont les conséquences, pour faire simple. Et c'est quelque chose d'assez passionnant, finalement, parce qu'on n'a jamais les observations parfaites, on n'a jamais une compréhension complètement aboutie des processus, parce que ça implique parfois des processus de toute petite échelle, un cristal de glace dans un nuage, et son effet sur les échanges de rayonnement ou la formation des pluies, ou à l'inverse, les grandes masses d'eau, des masses d'eau dans l'océan, qui mettent 1000 ans à parcourir une espèce de grand tapis roulant océanique. Donc ça fait intervenir toute une diversité d'échelles d'espace et d'échelles de temps, ce qui en fait un joli problème de physique. Alors je voudrais juste passer un petit peu de temps à montrer comment on a établi clairement l'influence de l'homme sur le climat, en plusieurs étapes. Et pourquoi je passe un peu de temps à le rappeler? Parce que c'est par exemple quelque chose qui est mis en cause par le président américain nouvellement élu et un grand nombre de ses conseillers. C'est aussi quelque chose qui a été mis en cause récemment par un ancien président de la République française dans son expression publique lors de la campagne pour les primaires du Parti des Républicains. Et donc je pense que c'est toujours important d'expliquer que ce n'est pas simplement une hypothèse ou une théorie, mais c'est le résultat d'un ensemble d'analyses cohérentes, examinées, vérifiées méticuleusement, avec l'esprit critique qui est le propre de la démarche scientifique. Alors le premier élément, c'est que nos activités rejettent des gaz à effet de serre, et ce rejet de gaz à effet de serre modifie la composition atmosphérique. J'ai un laser quelque part, mais je ne sais pas si c'est cette télécommande-là. C'est celle-ci. Alors il faut que je trouve le bon bouton. Alors non, c'est pas celui-là. Laser. Voilà, c'est bon. Donc, alors on imagine, on part de l'atmosphère à son état quasiment pré-industriel, en 1870 avec environ 280, un peu plus de 280 parties par million de dioxyde de carbone. Ça, c'est le niveau typique de toutes les périodes douces du dernier million d'années, le niveau pré-industriel. Et puis, donc, par la combustion de charbon, on a rajouté vers l'atmosphère du dioxyde de carbone depuis la révolution industrielle. On en a rajouté par la combustion de pétrole, par la combustion de gaz, par la production de ciment et par la déforestation en brûlant en fait des forêts. On rejette aussi du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Et les milieux naturels
ont en partie atténué notre perturbation. Une partie de nos rejets de dioxyde de carbone, à peu près entre 25 et 30%. Les océans ont absorbé également une partie de nos rejets de dioxyde de carbone. Le CO2 qui est dissous dans l'atmosphère, il rentre comme gaz dissous dans l'océan, puis il interagit avec la chimie des océans, formant des ions carbonates. Et puis les processus océaniques peuvent aussi stocker du carbone par des processus de sédimentation, en fait, qui vont au fond des océans enfouir sous forme de calcite, par exemple, donc de la matière organique et la séquestrer au fond des océans. Mais vous voyez que ces puits naturels n'ont absorbé qu'une fraction de nos rejets, à peu près la moitié. Chaque année, la moitié de nos rejets de dioxyde de carbone reste dans l'atmosphère et se superpose à ce qu'on avait injecté précédemment. Et la notion la plus difficile à faire comprendre sur cet aspect de nos activités, c'est cet effet de cumul. Ce qui compte en fait, c'est les tonnes de CO2 qu'on rejette, et que c'est été rejeté en 1870 par vos arrière-grands-parents, ou par vous, ou par vos enfants par la suite, ça aura finalement quasiment le même effet sur le climat, parce qu'une fois que ça reste dans l'atmosphère, ça a une durée de vie très longue. On estime qu'entre 20 et 40% de nos rejets de dioxyde de carbone aujourd'hui dans l'atmosphère continueront à agir sur la composition de l'atmosphère, les échanges de rayonnement et le climat dans un millier d'années. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Et donc le résultat de ces processus où on en rejette et il y en a une partie qui est absorbée, c'est que la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère augmente. Et cette année, on a dépassé les 400 parties par million. Donc on est à plus de 40% au-dessus du niveau pré-industriel. C'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire de notre humanité moderne, mais ce n'est pas quelque chose qui est inédit dans l'histoire géologique de la Terre. Finalement, en brûlant ces énergies fossiles, on recrée une atmosphère avec davantage d'effets de serre, comme la Terre en avait connu à l'échelle géologique, avant que la photosynthèse petit à petit ne l'enlève, et que, suite à de nombreuses transformations, cette matière organique soit transformée en pétrole, en charbon, en gaz, etc. Et donc la dernière fois qu'on avait autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était le Pliocène moyen, il y a un peu plus de 3 millions d'années. La température moyenne à la surface de la Terre, elle était 2 à 4 degrés de plus qu'au XIXe siècle. Et le niveau moyen des mers était jusqu'à 10 à 20 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous apprennent les archives géologiques. Alors on peut suivre cette évolution de la composition atmosphérique, par exemple sur le toit de la Cité des Sciences. Mon mari, en fait, opère des instruments de mesure qui ont montré d'ailleurs des records de teneur en dioxyde de carbone cette dernière semaine, puisqu'on est en hiver, on chauffe, on se déplace, on a encore un peu d'industrie, on rejette du dioxyde de carbone, mais aussi des particules de pollution. En hiver, la végétation, avec des conditions froides, la végétation est peu active, donc elle n'en enlève pas de l'atmosphère. Et si on a des conditions atmosphériques avec un temps très stable, près des grandes villes, on atteint des niveaux très élevés. Et puis dès qu'on a un peu de vent, c'est mélangé à l'échelle de l'hémisphère nord en une dizaine de jours, et entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud en quelques mois. Et donc ces gaz à effet de serre, on les considère comme des éléments bien mélangés de l'ensemble de l'atmosphère planétaire, parce que si on les émet ici, on les retrouve jusqu'au fin fond de l'Antarctique en quelques mois. Donc la teneur en dioxyde de carbone, vous voyez qu'elle augmente, ça c'est l'effet végétation active ou pas active en fonction des saisons. Et vous voyez donc cette augmentation qui est assez spectaculaire. En méthane dans l'atmosphère, un autre gaz à effet de serre particulièrement puissant, l'augmentation de la concentration en protoxyde d'azote. Et puis vous voyez une histoire qui est un peu différente pour les halocarbures. Ce sont des gaz qui étaient impliqués dans la destruction de la couche d'ozone, pour lesquels on a pris des mesures drastiques à la fin des années 1980. Il y a eu des mouvements de boycott des consommateurs. Il y a eu un encadrement dans les différents pays qui ont signé le protocole de Montréal pour arrêter de produire ces gaz. Et vous voyez que petit à petit, leur concentration dans l'atmosphère se stabilise, mais la diminution, elle est très lente, parce que les processus qui vont les éliminer de l'atmosphère jouent sur des échelles de dizaines d'années de temps. Mais c'est un signe qu'on est capable, quand on a une analyse approfondie des risques, de maîtriser les rejets de substances qui posent, via leur action sur l'environnement,
des menaces sur notre santé, la couche d'ozone jouant un rôle important pour filtrer certains rayonnements du soleil qui sont dangereux pour notre peau, nos yeux, etc. Alors ça, c'est la composition de l'atmosphère, mais ça ne mesure pas la manière dont ces constituants agissent sur le climat. Donc ces constituants agissent de la manière suivante. Quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est comme si on rajoutait une sorte de couette invisible autour de la Terre. C'est-à-dire qu'ils empêchent une partie de la chaleur de la Terre de partir vers l'espace par rayonnement infrarouge. Et l'image la plus juste que j'ai trouvée, c'est cette image de couette. C'est-à-dire, pensez-y ce soir, vous allez avoir froid, vous vous couchez. Votre corps, c'est comme une planète, il émet un rayonnement autour de lui. C'est de cette manière-là qu'il se refroidit et il faut manger pour produire de la chaleur et garder une température agréable. Et donc, si on ne met pas de couette petit à petit, on perd de la chaleur et on se refroidit. Si on rajoute une couette, au bout d'un moment, ça piège la chaleur de notre corps et on a une température agréable. Mais si on rajoute en permanence des couettes, on emmagasine davantage de chaleur et puis là, la température augmente. C'est exactement un fonctionnement similaire que l'on a pour le climat de la Terre, avec à terme un mécanisme stabilisateur qui est que quand la température augmente, la quantité de rayonnement sortant augmente. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on atteint un nouvel équilibre avec une température plus chaude et un équilibre entre l'ensoleillement et puis l'énergie perdue par rayonnement infrarouge. Alors si on mesure l'influence de l'homme sur les échanges de rayonnement, on voit que l'effet net, c'est un effet de réchauffement faible dans les années 1950. Pour chaque mètre carré, un demi-watt d'énergie qui ne part plus vers l'espace, qui s'accumule. Ça a doublé entre les années 50 et les années 80, et ça a à nouveau doublé entre les années 80 et aujourd'hui. Donc ça ne mesure pas une concentration qui n'a pas vraiment un sens physique en fait. Ça mesure l'impact sur les échanges de rayonnement, donc le déséquilibre du bilan d'énergie entre la Terre et l'espace. Alors comme tout à l'heure, je vous montrais la manière dont on a modifié la composition atmosphérique, on peut regarder ce qui contribue à cette influence humaine. C'est principalement le dioxyde de carbone, au deuxième rang le méthane, ensuite les halocarbures, que je vous ai montré tout à l'heure, avec un effet positif du protocole de Montréal, l'oxyde nitreux, le protoxyde d'azote, le monoxyde de carbone qui est aussi un polluant pour la santé publique, un certain nombre de gaz volatiles qui sont pour certains d'entre eux aussi des polluants qui jouent en termes de santé publique comme l'ozone en surface. Et puis ça a été en partie compensé par un effet refroidissant, un effet parasol, des petites particules de pollution, et puis leur effet indirect sur les nuages, qui est associé à la plus grande incertitude, parmi tous ces facteurs que j'ai présentés. Alors vous voyez que le changement d'usage des terres et la déforestation a eu en moyenne un petit effet refroidissant sur l'ensemble de la Terre. Et entre 1750 et aujourd'hui, les variations d'activité solaire ne jouent quasiment pas en termes de perturbation du bilan d'énergie de la Terre. Donc vous voyez, cette perturbation qui est due à l'influence humaine, elle est principalement due à l'effet du dioxyde de carbone et du méthane, un petit peu effacée par l'impact des particules de pollution qui ont un effet parasol vis-à-vis de la quantité d'énergie qui rentre dans le système. Alors ça, on peut l'illustrer d'une autre manière, un peu graphique. Donc vous avez en fait l'ensoleillement qui arrive, puis l'ensoleillement qui est réfléchi, et la quantité de rayonnement que la Terre perd vers l'espace. Et en rajoutant des gaz à effet de serre, on crée un déséquilibre en fait de ce bilan d'énergie au sommet de la Terre. Et qu'est-ce qu'elle devient cette énergie supplémentaire? Elle fait fondre les glaces, à peu près 4% de l'énergie supplémentaire. Elle s'accumule dans les océans par un réchauffement en surface et en profondeur. 93% de l'énergie supplémentaire, c'est contenu dans les océans. Et puis elle réchauffe l'air en surface et les sols, à peu près 3% de l'énergie accumulée. Donc vous êtes physicien, vous voulez comprendre comment fonctionne la Terre comme machine énergétique. Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Les échanges de rayonnement avec l'espace, c'est fondamental. Et il faut être capable de mesurer le plus finement possible la quantité de chaleur stockée dans les océans. Finalement, c'est les deux termes principaux de ce bilan d'énergie. Et il y a encore des défis majeurs pour continuer à construire le réseau d'observation des océans. Par exemple, l'année dernière, le gouvernement australien a considéré que ses dépenses de recherche étaient trop importantes par rapport à ce qu'il pouvait se permettre de dépenser et a voulu sabrer
le CSIRO, qui est un gros centre de recherche australien et qui est celui qui opère les réseaux d'observation de l'océan austral, qui jouent un rôle extrêmement important dans ce bilan d'énergie compte tenu de sa surface et de sa profondeur. Donc tout ça en fait reste fragile. Simplement notre capacité à observer à l'échelle planétaire, c'est quelque chose qui reste fragile et qui repose sur un jeu majeur, un désengagement majeur de financement de l'observation et de la recherche par un certain nombre de pays, au premier rang desquels les États-Unis, en particulier pour la capacité à observer depuis l'espace différents éléments du système climatique. Donc on a ce déséquilibre, on accumule de l'énergie. Qu'est-ce que ça entraîne? Une augmentation de la température dans les basses couches de l'atmosphère, une augmentation de la température en surface. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'humidité. Si on a de l'air plus chaud au-dessus des continents, ça peut augmenter la demande d'évaporation et accentuer l'intensité de certaines sécheresses. De l'air plus humide, dans certains cas, va donner lieu à des pluies plus intenses, ce qui augmente le risque de crue. Le réchauffement de l'air y contribue au recul des glaciers, spectaculaire dans les Alpes, comme pour l'ensemble, l'immense majorité des glaciers à la surface de la Terre. Ça contribue au recul, en particulier des glaces du Groenland. Comme les glaciers et les calottes fondent, la masse des océans augmente. Donc le niveau des océans a tendance à augmenter. Et puis, comme la quantité de chaleur stockée dans les océans augmente, l'eau de mer se dilate exactement comme le mercure dans un thermomètre. Et donc, ces deux facteurs contribuent à la montée du niveau des mers, aujourd'hui au rythme d'à peu près un peu plus de 3 mm par an, en moyenne pour l'ensemble des océans. Du côté de l'Arctique, on a également comme conséquence un recul de l'extension de banquise. Donc tous ces aspects-là font partie d'un même mécanisme qui est physiquement relié au déséquilibre des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace et au fait que la machine climatique accumule de l'énergie, ce qui entraîne des manifestations différentes dans différentes dimensions. Alors si on navigue un peu dans cette grande masse de données qu'on a, on peut regarder par exemple l'évolution de la température depuis la fin du 19e siècle à la surface de la Terre. Donc un climat relativement stable à la fin du 19e siècle, une première vague d'augmentation au début du 20e siècle, un palier au milieu du 20e siècle, et puis cette grande phase d'augmentation à partir des années 1950, avec une température qui monte de 0,17 degrés environ tous les 10 ans. Alors vous voyez que ce n'est pas quelque chose de monotone. On a certaines années un peu plus fraîches. Quand on a par exemple une grosse éruption volcanique en 1991, il fait un peu plus frais. Quand on a un phénomène El Niño du côté de l'océan Pacifique équatorial, l'océan ressort un peu de chaleur vers l'atmosphère et on a une année un peu plus chaude. Et vous voyez là l'estimation préliminaire pour l'année 2016, où en 2016 on atteint 1,2 degré de plus que le climat du 19e siècle. Et si on fait simplement un calcul d'une tendance, par cette tendance on est autour de 1 degré de réchauffement sur un siècle. Alors pourquoi ces chiffres sont importants? Ils ont été intégrés dans l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, il explique son objectif au départ, limiter l'ampleur du réchauffement à moins de 2 degrés. Donc ces mesures-là, elles permettent aussi de voir simplement la réalité, le monde physique et les changements qui sont à l'œuvre. Alors je veux aussi mentionner à quel point l'influence humaine, elle est clairement établie sur ce réchauffement. Ce n'est pas une pitchounette en plus d'autre chose, ce n'est pas un élément parmi d'autres. Si on calcule en termes de l'ampleur du réchauffement depuis 1950, la part qui est due à l'augmentation de l'effet de serre, la part qui est due aux aérosols, les particules de pollution, la part qui est due à l'activité du soleil et des volcans, ou la part qui est due aux échanges entre l'océan et l'atmosphère spontanée, ce qu'on appelle la variabilité interne du climat, vous voyez que l'influence humaine, elle explique quasiment la totalité du réchauffement qui est observé. C'est le facteur principal de la tendance qui est déjà observée. Et ce simple constat, pour lequel il y avait déjà des intuitions à la fin des années 80, et puis les méthodes d'analyse permettant d'arriver à ces barres d'erreur qui sont présentées là, elles ont progressé graduellement. Ce constat, il était déjà là en 2007, il a été renforcé en 2013 lors des derniers 2 rapports du GIEC. Il est encore mal compris, je pense. Et il est mal compris d'un certain nombre de décideurs politiques.
Et comment arriver à mieux le partager? Comment arriver à mieux l'expliquer? Qui peut le faire? Comment? Dans quelle occasion? Pourquoi dans des débats pour les élections présidentielles, on ne parle pas de changement climatique? Ce sont des questions, moi, qui me dépassent totalement ma compréhension un peu trop rationnelle, je pense, du monde. Alors, le climat qui change, c'est aussi, en fait, des événements extrêmes qui changent. Alors, je vais essayer de jouer une vidéo, ça va être un vrai défi. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Normalement, ça... Voilà. Donc, vous avez là, en fait, une distribution... Oups, ça ne fonctionne pas. Hop, on va le reprendre. Voilà. Vous avez là la distribution des températures entre 1950 et 1980. Ça, c'est l'été moyen, les étés frais, les étés chauds. Ceux qui sont rares et moins rares. C'est un peu comme si on jouait au dé chaque année. Et vous voyez l'effet du réchauffement graduel depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui pour les températures d'été sur les continents. Vous avez toujours ce côté aléatoire. De temps en temps, un été plus frais, de temps en temps, un été plus chaud. Mais ce qui, en 1950, était très rare, un été 3 écarts types plus chaud que la valeur moyenne, vous voyez qu'aujourd'hui, la probabilité que ça se produise, c'est 1 été sur 10. Et on atteint des niveaux de température pendant certains étés qui n'ont jamais été rencontrés précédemment. Donc ça permet d'illustrer que quand le climat change, la probabilité d'avoir certains types de situations météorologiques change. Et l'image qui a été développée par un collègue américain, Jim Hanson, avec lequel j'ai pas mal collaboré, c'est l'image des dés. La météorologie, il y a une dimension de hasard, imprévisible, d'une année à l'autre, sur la trajectoire des vents de la saison suivante. Donc c'est comme si on lançait un dé, on a une certaine chance d'avoir un été frais, un été moyen, un été chaud ou un été très chaud. Mais quand le climat se réchauffe, c'est comme si les dés étaient pipés. Et donc la probabilité d'avoir un été très faible baisse, et par contre la probabilité d'avoir un été très chaud augmente. Donc je vous le décris de manière un peu qualitative. Et bien sûr, un des enjeux majeurs, c'est d'être capable de prévoir. Pas simplement de travailler sur le passé, mais de fournir des éléments plus précis de ce qui peut nous arriver à l'avenir. Et pour ça, on ne repose que sur une chose, pas du tout l'extrapolation de ce qui est observé, la modélisation du climat à partir des bases physiques. Et donc il y a un travail qui est énorme et qui porte sur la confiance qu'on peut accorder à nos modèles de climat. Alors ils sont basés sur des principes physiques, mais bien sûr, on va résoudre ces équations, on va les numériser, ce qui introduit une incertitude. Et puis on va représenter de manière simplifiée tous les processus de petite échelle. Quelle incertitude est-ce que cela introduit? On va les tester, est-ce qu'on est capable de simuler les caractéristiques géographiques du climat d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de représenter les tendances du XXe siècle, par exemple? Est-ce qu'on est capable de représenter le phénomène El Niño, donc les processus? Est-ce qu'on est capable de prévoir le temps? Puisque la partie atmosphérique, on la teste en fait, tous les jours, sur la prévision du temps. Est-ce qu'on est capable de simuler les grands changements passés? Les variations des derniers millénaires, les grands changements glaciaires interglaciaires, les périodes géologiques, parfois très chaudes, parfois très contrastées. Et puis est-ce que dans les différents groupes du monde entier qui développent ces modèles de climat, quand on compare leurs résultats, est-ce que les résultats sont communs à tous les calculs? Dans ce cas-là, on considère que c'est robuste. Ou alors est-ce qu'il y a une grande dispersion? Et là, il faut réfléchir à la manière dont la prise en compte de certains processus affecte les résultats. Et aussi une notion qui est, je pense, assez délicate, c'est la différence entre la prévision du temps et les projections d'évolution future du climat. Prévoir le temps, qu'est-ce que c'est comme problème? C'est un problème d'état initial. Mieux on connaît l'état initial de l'atmosphère, mieux on peut, sur quelques heures, avec une limite bien sûr, liée au caractère chaotique des équations de l'atmosphère, prévoir son évolution future. Donc c'est un problème d'état initial. Mais je vous ai expliqué, le climat, c'est vraiment une histoire de déséquilibre des échanges d'énergie. Donc c'est surtout un problème de conditions aux limites. D'accord? C'est pas du tout le même problème. C'est quels seront les forçages, quelles seront les perturbations des échanges de rayonnement qui vont s'exercer, et après évaluer de manière probabiliste comment le climat réagirait à telle ou telle perturbation. Donc on est sur des situations très différentes, et entre les deux, et c'est un domaine qui est vraiment émergent, il y a l'idée d'essayer de franchir cette limite
entre des projections climatiques un peu théoriques sur plusieurs décennies et la prévision du temps à quelques jours. Il y a une capacité, en fait, il y a une prédictabilité du climat d'une saison à l'autre dans certaines régions, d'une année à l'autre et peut-être même sur une décennie, typiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire par le contenu de chaleur stocké dans les océans. Si on est bien capable de connaître la quantité d'énergie, la trajectoire des courants marins de surface, on sera capable d'anticiper la quantité d'énergie, en fait, que ces courants marins vont céder vers l'atmosphère à l'échelle d'une saison, d'une année à l'autre, sur plusieurs années, et de savoir, en fait, sur quelle trajectoire va se placer de grands modes de variabilité qui vont affecter les conditions climatiques dans certaines régions. Donc ça, c'est vraiment un domaine de recherche émergent, vraiment important. Vous imaginez, vous êtes agriculteur, si on peut vous dire de l'hiver à l'été suivant qu'il y aura plus ou moins de précipitations, ça peut vous permettre de prendre de bonnes décisions pour gérer l'eau, pour choisir les semences que vous allez utiliser, etc. C'est la même chose pour l'eau, c'est la même chose pour l'énergie, c'est la même chose pour un certain nombre de risques. Alors, c'est un résultat, on commence à avoir des résultats assez spectaculaires, par exemple pour prévoir les événements El Niño, qui jouent un rôle majeur dans des conditions type sécheresse ou pluie intense sur les continents tropicaux, qui jouent aussi sur les ressources en pêche pour un certain nombre de pays. Et on a eu des prévisions très bonnes sur l'événement El Niño de l'année 2015 et le début de l'année 2016, qui ont été utilisés dans des plans de prévention, de réduction des risques, dans la gestion de l'eau, dans certaines régions, etc. Donc ça, c'est vraiment un domaine de recherche extrêmement important actuellement pour franchir cette frontière-là. Alors maintenant, je vous propose de partir plutôt vers le futur et les évolutions futures possibles. Et compte tenu de ce que je vous ai montré, le premier facteur d'évolution future du climat, ça va être ce que nous, on va choisir de faire. Soit on continue sur un mode de développement très intensif en énergie fossile, pétrole, charbon et gaz, et il existe des réserves très grandes, conventionnelles et non conventionnelles, de ces ressources. Soit on met en œuvre vraiment l'accord de Paris, on décarbonise la production d'électricité, on construit des modes de transport qui soient à base de véhicules les plus propres possibles, donc en s'affranchissant graduellement des énergies fossiles pour se déplacer vers des sources d'énergie sobres en carbone. On met en place des pratiques agricoles qui permettent d'éliminer la déforestation et qui permettent de stocker du carbone dans les sols au lieu d'avoir un bilan net qui rejette des gaz à effet de serre. Donc toutes ces solutions existent ou peuvent être construites graduellement au cours des décennies à venir. Alors les simulations d'évolution future du climat, elles ont exploré toute la gamme en fait possible. Nos rejets de gaz à effet de serre sur le business as usual, nos rejets de gaz à effet de serre sur un scénario de maîtrise en déployant les technologies qui existent aujourd'hui et puis en mettant l'accent sur l'innovation pour préparer l'ensemble des solutions qui permettront d'avoir un monde sobre en carbone d'ici quelques dizaines d'années. Alors qu'est-ce que ça donne sur le bilan d'énergie? Finalement, c'est ça qui compte pour l'évolution du climat, c'est le déséquilibre du bilan d'énergie à la surface de la Terre. Dans le premier scénario, le déséquilibre s'accentue fortement pour être multiplié par 4, voire davantage dans les siècles suivants. On est ici en fait entre 1900 et 2000, 2100, 2200, 2300. On regarde sur le temps long. Dans le scénario de déploiement des solutions, la perturbation radiative, en fait, elle continue à augmenter pendant quelques dizaines d'années et puis elle se stabilise. D'accord? On ne peut pas revenir en arrière. On peut pas, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas enlever le dioxyde de carbone qu'on a déjà mis et qui va agir longtemps dans l'atmosphère. Donc vous voyez qu'en fait, dans tous les cas, la perturbation radiative, elle augmente, plus ou moins fort et plus ou moins vite. Et la réponse du climat, telle qu'on est capable de la simuler, c'est une réponse du climat avec soit un réchauffement qui se poursuit au même rythme et se stabilise à horizon 2050, si on baisse fortement, très vite, les rejets de gaz à effet de serre. Et là, on arrive dans un climat stabilisé, un peu plus chaud, typiquement de l'ordre de 2 degrés de plus par rapport au 19e siècle. Dans tous les autres cas, le climat continue à dériver parce que la perturbation augmente, donc le climat emmagasine de l'énergie, et le réchauffement s'accélérerait pour atteindre 3 ou 4 degrés de plus qu'au 19e siècle à la fin de ce siècle, et encore plusieurs degrés de plus dans les siècles suivants.
Donc vous voyez, la première source d'incertitude, c'est le scénario. Qu'est-ce que nous, on va faire collectivement? Puis on a une deuxième source d'incertitude. Est-ce qu'on est capable correctement d'anticiper cette réponse? Et cette barre d'erreur, elle reflète la dispersion entre les modèles de climat. Vous voyez qu'elle est importante. Est-ce qu'on ne peut pas la réduire? Pour la réduire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre comment changement de caractéristiques de nuages interagissent avec changement de la circulation atmosphérique de grande échelle. Et ça, c'est de la recherche fondamentale, pour lequel on a besoin d'observations nouvelles, de mieux comprendre les processus, pour mieux les modéliser et réduire cette incertitude qui reste en fait, qui résiste depuis les années 1970. Et puis on a aussi une autre source d'incertitude que je ne vais pas développer dans la suite, qui est, mais dans un climat qui change, est-ce qu'un océan plus chaud, c'est un océan qui capte toujours 25% ou 30% de nos rejets de CO2? Est-ce que dans un climat plus chaud, les sols et la végétation vont toujours extraire du CO2 de l'atmosphère ou pas? Qu'est-ce qui va se passer avec les sols gelés de l'Arctique quand la matière organique dégèle? Est-ce que ça ne va pas rejeter davantage de dioxyde de carbone, de méthane dans l'atmosphère et donc amplifier finalement l'effet direct de nos actions? Et ça reste encore des questions pas résolues, parce que souvent on manque d'observation. Ce sont des processus qui sont biologiques aussi, pas uniquement physiques, et qui demandent vraiment énormément d'efforts de recherche pour les comprendre et les représenter correctement. Par contre, il y a quelque chose qui est assez certain, c'est que plus l'amplitude du réchauffement sera importante, plus on aura des effets. On voit déjà aujourd'hui des vagues de chaleur plus intenses, des pluies torrentielles plus intenses dans certaines régions. Plus le réchauffement sera important, plus l'intensité de ces extrêmes, leur fréquence, va se multiplier. Plus on risque d'avoir des conséquences non pas ponctuelles, locales, mais à grande échelle. Qu'est-ce que ça veut dire à grande échelle? Des forêts qui disparaissent, parce qu'elles ne sont plus dans leur gamme de tolérance, des effets dramatiques sur certaines productions agricoles, des effets sur les ressources en pêche, avec un océan plus chaud, plus acide, avec moins d'oxygène dans certaines régions. Ça peut être des zones qui deviennent inhospitalières, en fait, impropices à la poursuite des activités humaines, avec des conséquences qu'il est très difficile d'envisager. Ça peut être des événements abrupts qu'on est encore quasiment incapable d'anticiper correctement dans certaines régions. Mais plus le réchauffement sera important, plus en fait on va rajouter des risques, finalement, par rapport à une situation où le climat est relativement stable. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement bien établi. Alors, quelques exemples de questions. Dans un climat qui se réchauffe, on aura peut-être des mouvements convectifs plus intenses. Ça va changer en fait les caractéristiques des nuages hauts. On va avoir un déplacement des grandes cellules atmosphériques, ce qu'on appelle la cellule de Hadley. Ça va changer la latitude à laquelle on trouve certains types de nuages et leur effet sur le bilan d'énergie. On a d'énormes interrogations sur la manière dont les nuages bas vont évoluer dans un climat qui se réchauffe. À nos latitudes, on peut avoir un décalage vers le nord dans les rails de tempête, les rails des passages dépressionnaires. C'est important pour les risques dans les différentes régions. C'est encore une histoire d'interaction entre circulation, nuages et conséquences pour nos activités. Donc ça, c'est pour illustrer à quel point cet aspect-là est un aspect assez essentiel sur lequel il faut vraiment apporter de nouvelles connaissances. Et puis finalement, les négociateurs qui ont rédigé l'accord de Paris, ils n'ont pas dit dans le scénario de temps d'émissions de gaz à effet de serre, ils ont dit mais nous on veut réfléchir en température. Sur la base des éléments que vous mettez sur la table, les gouvernements avaient déjà décidé depuis plusieurs années que 2 degrés, c'était une limite à ne pas dépasser en termes de réchauffement. Et au moment de la rédaction de l'accord de Paris, il y a même un consortium d'à peu près 100 pays, dont les plus vulnérables, des pays pauvres, les pays qui ont des grandes zones de delta par exemple, qui ont considéré que même à 2 degrés, il y a des dangers en fait pour eux, comme État, comme pays, pour leur survie à terme. Et donc ils ont formulé l'accord de Paris en termes d'objectifs de température, largement en dessous de 2 degrés, en renforçant les efforts pour rester en dessous d'1,5 degré. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça change? 1 demi-degré de plus par rapport à aujourd'hui, ou 1 degré de plus? Ça, c'est le réchauffement supplémentaire pour 1,5 degré, pour 2 degrés ou pour 4 degrés de plus. Vous voyez que selon les régions, les conséquences ne sont pas les mêmes, avec à chaque fois un réchauffement plus prononcé dans les régions arctiques, mais aussi dans certaines régions comme la zone du Sahara ici,
que vous voyez à chaque fois marqué par un réchauffement plus intense que la moyenne. Donc des conséquences qui sont hétérogènes, simplement pour le réchauffement moyen, en moyenne annuelle. Si on regarde le nombre de jours très chauds sur les continents, vous voyez que la durée des anomalies, des canicules, en fait, elle augmente de manière pas du tout proportionnelle au réchauffement global. On est déjà rentré dans une zone où on détecte une augmentation de la durée, de l'intensité, de la fréquence des vagues de chaleur, je vous l'ai montré. Mais vous voyez la très forte augmentation pour simplement 1 degré de plus. D'accord? La durée, ça ne serait pas 5 jours de plus, mais 15 jours de plus sur ces vagues de chaleur. Donc il y a des phénomènes non linéaires, complexes, qui font que le risque n'est pas proportionnel à l'amplitude du réchauffement. On peut dire la même chose sur les changements de pluie. Pour 1,5 degré de réchauffement, 2 ou 4 degrés de réchauffement, les régions arctiques seraient des régions avec plus de précipitations, mais dans les régions de type méditerranéenne, on s'attend à l'inverse, par un changement de circulation atmosphérique, à une baisse des pluies. Et une baisse des pluies, typiquement, entre 1,5 degré et 2 degrés, la baisse de précipitation ou le risque de sécheresse double sur le bassin méditerranéen. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout anecdotique. Et pour résumer, en fait, les modifications du cycle de l'eau, ça peut être l'humidité, les précipitations, la quantité d'eau dans les sols qu'on est capable de calculer. Ça toucherait la moitié de la population mondiale pour 2 degrés de réchauffement et 40% de la surface des continents pour 3 degrés de réchauffement. Et d'une manière très hétérogène, avec une tendance à ce que les régions humides deviennent plus humides, les régions sèches deviennent plus sèches. Donc c'est une accentuation en fait des inégalités, disons, de répartition de l'abondance de l'eau. Et puis il y a également des effets potentiellement irréversibles. Donc l'océan stocke du carbone, du coup son pH baisse. Si on agit fortement, le pH baisserait puis se stabiliserait. Si on continue à rejeter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, le pH va baisser extrêmement fortement. Et ça aura des conséquences majeures pour les coraux, par exemple. Donc le stress pour les écosystèmes marins, c'est des eaux plus chaudes, un océan dont la chimie change, qui contiendra moins d'oxygène avec des effets croisés, plus les pollutions locales. Donc pour les récifs de coraux, en particulier dans les régions tropicales, l'immense majorité d'entre eux est fortement menacée, même pour 2 degrés de réchauffement, en réalité. Un autre exemple de risque de perte d'écosystème, c'est par exemple le recul de la banquise arctique. Et vous voyez là le recul qui est observé en fonction de nos rejets de CO2. Et en fait, pour donner un ordre de grandeur, pour chaque tonne de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère, depuis la révolution industrielle, on a perdu 3 mètres carrés de banquise à la fin de l'été. Est-ce que vous savez ce que ça représente pour chacun d'entre nous, une tonne de CO2 en France? C'est ce qu'on rejette tous les 2 mois sans le savoir, chacun d'entre nous. Aux États-Unis, c'est toutes les 3 semaines. Au Qatar, c'est tous les 10 jours. En Inde, c'est tous les ans. Parce que chacun d'entre nous, en fonction des mix énergétiques, des modes de vie, ne rejette pas la même quantité de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est une manière d'illustrer, en fait, en court-circuitant tout ce que je vous montrais, à quel point nos émissions de gaz à effet de serre cumulées ont des effets majeurs. Et la banquise arctique, elle est liée à un certain nombre d'écosystèmes qui en dépendent, bien sûr. D'autres conséquences potentiellement irréversibles, c'est la montée du niveau des mers de l'ordre de 40 cm dans le scénario d'action collective. On ne peut pas exclure quelque chose qui aille jusqu'à 1 mètre d'ici à 2100 dans le scénario business as usual. Sur le très long terme, plusieurs milliers d'années, pour 1 degré de réchauffement global, c'est quelques mètres de montée du niveau des mers, sur plusieurs milliers d'années. Pour 3 ou 4 degrés de réchauffement, c'est plutôt au-delà de 10 mètres, comme au Pliocène, en fait, comme nous montrent simplement les données géologiques, parce que les seuils de vulnérabilité du Groenland et de l'Antarctique, c'était les mêmes dans le passé géologique qu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'administration Trump risque de ne pas sortir de l'accord de Paris? Pensez aux États insulaires, aux risques posés par les rejets de gaz à effet de serre sur la montée du niveau des mers. Ils s'exposeraient probablement à des plaintes au niveau des tribunaux internationaux pour mise en danger finalement de leur existence en tant qu'État. Alors si on veut stabiliser le réchauffement, on est aussi capable de dire, si on veut que le réchauffement soit en dessous de 2 degrés, avec au moins une chance sur 2 de l'atteindre, voire 2 chances sur 3,
la trajectoire de rejet de gaz à effet de serre compatible avec ce que les pays ont mis sur la table, leurs promesses, lors de l'accord de Paris, ce serait donc une augmentation mondiale qui se ralentisse jusqu'en 2030. Et puis ensuite, ça ne peut être fait qu'avec une baisse très forte de plusieurs pourcents par an, bien au-delà de ce qu'on a été capable de faire dans le passé, en fait, sur, par exemple, la construction du parc électronucléaire français, sur les transitions charbon-gaz en Suède ou en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ça demande vraiment, dans ce cas-là, une action extrêmement forte après 2030, continue sur plusieurs dizaines d'années, pour qu'à la fin de ce siècle, le bilan net de nos activités soit quasiment nul. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise plus d'énergie fossile. Ça veut dire qu'à côté d'une utilisation qui se poursuit d'énergie fossile, on soit capable en fait d'enlever du CO2 de l'atmosphère, soit par des processus industriels, soit par des pratiques d'usage des sols pour conserver au maximum du carbone dans les sols, dans les zones humides, etc. Donc ça, c'est l'ampleur du défi en fait, qui est derrière l'accord de Paris, qui a ce paradoxe d'avoir une ambition forte sur le long terme et à horizon 2025-2030, des engagements qui ne sont pas sur la trajectoire la plus simple en fait. Les trajectoires les plus simples, c'est celle d'une transition un peu plus graduelle en fait. Alors où on en est aujourd'hui? On en est dans une situation intéressante parce que les émissions mondiales de dioxyde de carbone qui ont monté, et je vous l'ai montré tout à l'heure, au cours des dernières décennies, elles commencent à stagner. Depuis 2014, on a cette stagnation au lieu d'avoir une augmentation forte année après année. Et ce n'est pas une stagnation qui est due à un choc pétrolier ou à une crise économique. Donc on est vraiment sur une inflexion sur les rejets de gaz à effet de serre dans le monde. Si on regarde les 4 plus grands émetteurs, la Chine, en fait, elle est en train de faire une transition pour petit à petit sortir du charbon. Et on voit en fait que cette inflexion de la Chine, c'est ce qui a permis de stabiliser les émissions mondiales. Vous voyez que les États-Unis sont sur une trajectoire où ils ont atteint leur pic dans les années 2005 et ça diminue graduellement. Charbon vers gaz, développement des énergies renouvelables, véhicules plus propres, etc. Vous voyez que l'Union européenne, elle a atteint son pic plus tôt, disons dans les années 80-90, et elle est sur une diminution relativement importante. Et puis le 4e émetteur mondial, c'est l'Inde, avec une population qui est extrêmement pauvre aujourd'hui, avec un besoin majeur en énergie, et une augmentation de 7 à 8% de leurs émissions chaque année. Donc où est-ce que va se jouer la réussite de l'accord de Paris? La Chine, elle est engagée. Elle va tenir ses objectifs probablement plus tôt que prévu. Il y a un gros point d'interrogation sur les États-Unis. Mais est-ce que vraiment l'avenir, c'est la réutilisation, la réouverture des mines de charbon pour l'industrie américaine, pour les emplois aux États-Unis? C'est une question qui est pas si évidente en fait. Du côté de l'Union européenne, il y a des engagements clairs. Il y a des objectifs à horizon 2020 qui seront probablement atteints, avec tout l'enjeu de conserver un tissu industriel tout en ayant les meilleures performances possibles en efficacité énergétique et en déploiement des énergies non carbonées. À mon sens, en fait, la réussite de l'accord de Paris, elle va se jouer sur les investissements en Inde. Et la compétition, finalement, entre l'électrification à l'ancienne, centrale à charbon et réseau de distribution, ou les nouvelles technologies, dont les prix sont effondrés, le prix de l'électricité photovoltaïque, qui permet de faire de l'électrification dans les zones rurales sans passer par des systèmes centralisés et relativement lourds. Et je pense que la réussite en fait, de la transition mondiale, c'est en Inde que ça va se jouer. Et pourquoi en Inde? Parce que si l'Inde arrive à développer ces solutions, les mettre en valeur, construire les savoir-faire, c'est ceux-là qui feront l'électrification de l'Afrique aussi, très probablement. Avec des techniques robustes, simples, que nos ingénieurs à nous ne sont pas toujours à même de développer pour l'utilisation dans les zones rurales de techniques simples et robustes. Et pour terminer, par rapport à l'accord de Paris, on peut aussi exprimer d'une autre manière finalement ce que les connaissances scientifiques mettent sur la table. Finalement, on a une sorte de budget carbone. Si on veut limiter le réchauffement à tel ou tel degré, il y a une quantité totale de carbone qu'on peut mettre dans l'atmosphère ou pas. La quantité qui reste, notre marge on en a déjà mangé les 2/3 en fait, par rapport à l'objectif 2 degrés. Combien d'années d'émissions au niveau actuel ça représente? Si on veut limiter le réchauffement à moins de 3 degrés, avec une chance sur 2, ça représente encore 60 ans d'émissions au niveau actuel, de l'ordre de 36 milliards de tonnes chaque année. Si on veut limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, c'est 20 ans. Si on ne change rien, en 20 ans,
on aura émis la totalité de CO2 dans l'atmosphère qui, ensuite, inéluctablement, conduira à un réchauffement de l'ordre de 2 degrés ou plus, par cette inertie. Pour 1,5 degré, c'est 10 ans. D'accord? Donc cette notion de budget carbone, elle permet aussi de mesurer l'urgence à agir. Si on veut vraiment, collectivement, stabiliser l'évolution du climat, non pas pour nous, mais pour les générations qui sont déjà là. Ce n'est pas les générations futures, hein, c'est celles qui sont déjà là. Alors, l'accord de Paris fait référence au rapport du GIEC. Il nous demande de préparer un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement global. On va le faire. Et nos rapports, en fait, on les prépare de la manière suivante. Les gouvernements, les organisations observatrices nous expriment des suggestions de rapports. Collectivement, on prend la décision de le préparer. Et donc ça, c'est dans des sessions plénières avec les représentants de tous les pays, 195. Ensuite, on fait une réunion de brainstorming où on va rassembler une centaine d'experts du monde entier pour réfléchir au contenu de ce rapport. Non pas l'écrire, mais définir une structure en chapitre avec quelques points clés, ce qu'on appelle le cadrage. Donc on l'a fait pour le rapport spécial sur 1,5 degré, qui nous interroge sur la capacité de transformation de nos sociétés, donc pour lequel on va mobiliser des sciences physiques, mais aussi des sciences sociales, mais aussi des connaissances sur l'innovation, sur la capacité de distribution de nouvelles technologies. Puis aussi sur les impacts qu'on peut éviter, les stratégies d'adaptation, donc c'est très vaste en fait. Donc une fois que le cadrage est fait, qu'on a la structure des différents chapitres, c'est approuvé en session plénière. Donc il y a une co-construction entre d'une part les représentants des gouvernements et d'autre part la communauté scientifique. Et puis une fois qu'on a fait ça, liberté académique totale, on fait un appel à nomination d'auteurs, ça passe par les points focaux dans chaque pays ou les organisations observatrices, qui sont parfois des sociétés savantes. On fait une sélection des auteurs sur la base de leurs compétences, avec une attention que je porterai particulièrement à la représentation des différentes régions, mais aussi à une attention particulière portée à un minimum de parité. Donc typiquement, 30% de femmes scientifiques, c'est facile à faire, mais il faut le motiver, je dirais. Alors ce n'est pas la parité parfaite, mais ça reflète à peu près le pourcentage de femmes dans les candidatures. Et puis ensuite, les auteurs préparent en toute liberté un premier brouillon, qui est généralement mauvais. À partir de là, ils reprennent leur copie et ils font une première version qui part en relecture critique, comme un article scientifique en fait, par le peer review. Sauf qu'au lieu d'avoir 2 relecteurs, on peut en avoir quelques dizaines à quelques centaines. Et donc ça permet d'avoir un travail qui n'est pas que le fruit du petit groupe d'une quinzaine d'auteurs pour un chapitre donné, mais qui a bénéficié de l'appui d'une communauté scientifique large. Alors il y a une date limite pour les publications pouvant être utilisées, puis ensuite une deuxième version qui repart en relecture par la communauté scientifique, par des experts proposés par les gouvernements. La France, elle passe par l'Académie des sciences, par exemple, pour cette phase de revue par les gouvernements. Et ensuite, il y a une version finale. Alors, un rapport spécial, c'est quelques centaines de pages. Un rapport complet, ça peut être plus d'1 millier de pages. Et de cet état des connaissances scientifiques, il y a une distillation graduelle d'un résumé pour décideurs d'une dizaine ou une vingtaine de pages, avec vraiment une attention qui est portée à la fois aux questions initiales qui étaient posées par les gouvernements, et puis aux résultats de l'analyse critique des connaissances scientifiques. Donc je pense que c'est un exercice qui est vraiment intéressant sur la manière dont on porte à l'attention des décideurs un meilleur état des connaissances, avec un soin particulier porté aux incertitudes. Ce qui fait que mon père, qui est ici présent, en lisant un des résumés pour décideurs des rapports du GIEC il y a quelques années, et en tombant à chaque fois sur les expressions degré de confiance et probabilité, m'a dit finalement vous ne savez rien. Mais non, en fait, c'est simplement la manière prudente de rédiger une conclusion en essayant d'exprimer le degré de confiance qu'on est capable d'avoir sur une conclusion, et qui n'est jamais 100% parce que ce n'est pas une démonstration de mathématiques, on travaille sur un système complexe où on a toujours des informations imparfaites et des outils imparfaits. Et à la fin, ce résumé, il est approuvé mot par mot, phrase par phrase, dans une session avec les représentants de tous les pays, sur la base d'un dernier mot pour les scientifiques, les auteurs des chapitres, à partir du chapitre complet. Donc c'est un exercice délicat, dans certains cas ça permet de pallier à des manques. Un résumé pour décideurs sur les bases physiques du changement climatique où on montre que les températures et pas les changements de précipitation. La dernière fois, c'était pas acceptable pour certains pays tropicaux.
pour qui la première variable clé, c'est l'abondance de la précipitation. Dans ce cas, on peut avoir des constats qui dérangent. Par exemple, tout ce qui touche à l'usage des terres, le Brésil y est très sensible. Tout ce qui touchait à 2 degrés de réchauffement, un certain nombre de pays y étaient très sensibles. Voilà. Et donc la formulation à la fin, elle est très prudente, parce qu'elle a été examinée avec parfois beaucoup de critiques par les représentants de gouvernement. Et à la fin, ça fait un socle scientifique commun. Donc par exemple, le premier rapport du GIEC, en 1990, il a conduit en fait à la mise en place de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, avec le constat d'un réchauffement, sans en comprendre complètement les causes, mais en soulignant que c'était quelque chose d'important. Le deuxième rapport du GIEC, il a contribué au protocole de Kyoto. Le troisième rapport du GIEC, il a permis d'attirer l'attention sur les impacts du changement climatique et la nécessité, dans la réponse à y apporter, à avoir des stratégies d'adaptation, pas uniquement d'action sur les rejets de gaz à effet de serre. Le quatrième rapport du GIEC, il a nourri une réflexion dans les négociateurs climatiques sur ce qui permettait d'éviter des conséquences dangereuses et la formulation d'un objectif de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés dans la préparation d'un accord faisant suite au protocole de Kyoto. Et le dernier rapport de 2013-2014 a contribué en partie à fournir des bases scientifiques à l'accord de Paris. Donc dans les années à venir, on va poursuivre nos analyses avec toujours l'idée de faire une évaluation critique de l'état des connaissances, avec des principes de rigueur, d'évaluer la robustesse des résultats, d'évaluer l'ensemble des éléments disponibles et de transparence sur le lien entre les citations initiales, les publications scientifiques et les conclusions de l'analyse. Toujours avec la volonté de quantifier les sources d'incertitude et de les comprendre, et avec en plus une réflexion sur la manière de communiquer les faits scientifiques. Alors pour ceux qui ont lu les rapports du GIEC, peut-être Jean, tu es un de ceux qui les connaît bien, je n'ai pas utilisé les figures des rapports du GIEC là, sur un certain nombre de points. J'ai utilisé des figures plus simplifiées qui ne montraient pas nécessairement toutes les barres d'erreur, qui étaient fidèles en fait aux chiffres et aux ordres de grandeur, mais je pense qu'ils étaient peut-être un peu plus clairs parfois. Et c'est un exercice qu'il faut qu'on continue à faire, qu'on explique les choses avec les mots les plus simples possibles, tout en étant scientifiquement juste, et avec des figures qui montrent comment on parvient à telle ou telle conclusion, de manière correcte. Et les notions les plus difficiles à illustrer, c'est par exemple la notion d'inertie. C'est très difficile de l'illustrer correctement. Et donc on mène une réflexion sur la manière en fait de communiquer les éléments scientifiques dans toutes les dimensions. Alors on va préparer un rapport sur un réchauffement global de 1,5 degré pour septembre 2018. Donc l'appel à hauteur est clos dans 2 semaines. On prépare un rapport spécial sur le changement climatique, la désertification, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire. La réunion de cadrage, elle aura lieu en Irlande au mois de février pour septembre 2019. Un rapport sur changement climatique, océan et glace, la cryosphère, qui sera préparé pour septembre 2019 et la semaine prochaine à Monaco, sponsorisé par la Fondation de Monaco. On va regrouper une centaine d'experts pour définir quel sera l'angle sur lequel on portera une attention dans ce rapport spécial. Et puis on prépare également pour 2021-2022 les rapports de groupe, les bases physiques, les vulnérabilités, les impacts et les options d'adaptation, et puis les options pour l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des rejets de gaz à effet de serre. Et donc pour ce rapport-là, on va faire au mois de mai notre réunion de brainstorming collective pour définir le contenu, en fait, donc la structure en chapitres de ces gros rapports. Et je vais terminer en rappelant qu'il y a un certain nombre d'urgences en recherche fondamentale. C'est souvent, on prend souvent la question sociétale, peut-être très appliquée. Et j'ai essayé de vous montrer qu'on a encore des questions très ouvertes sur, par exemple, les interactions entre les calottes de glace et les océans et leur importance pour la montée du niveau des mers, avec aussi des questions sur le devenir des grands courants marins, des questions portant sur les interactions circulation atmosphérique-nuages, des questions sur le cycle du carbone, sur l'évolution du risque de sécheresse ou la disponibilité en eau, des évolutions, des questions par exemple sur la production agricole dans un climat qui change, des questions sur les risques côtiers très particuliers, multiples, et puis la question d'être capable de prévoir au-delà de la météo, à l'échelle de la saison, de l'année, de la décennie.
Donc ça demande de progresser sur les systèmes d'observation aux frontières de ce qu'on est capable de faire, par exemple vers l'océan profond ou en dessous des calottes de glace. Ça demande... Oui, pas complètement compris, pas conceptuellement, en fait, pas théoriquement. C'est un peu une course contre le temps, parce qu'en fait, les connaissances qu'on a aujourd'hui, elles suffisent en fait à construire des plans d'adaptation, elles construisent à savoir ce qu'il est possible de faire pour maîtriser l'évolution du climat et ses conséquences. Et il y a une pression très forte sur ma communauté de fournir ces informations-là pour les villes, pour les régions, pour les pays, pour les secteurs d'activité. Vous pensez au secteur de l'assurance, par exemple, qui est le premier exposé en fait à la question du changement climatique et qui a besoin d'informations. Et puis en même temps, le besoin de produire de nouvelles connaissances. Il y a aussi le défi dans un système où les déficits publics conduisent à revoir les investissements à la baisse, conduisent à réduire le nombre de fonctionnaires, à en même temps conserver, faire fructifier de nouvelles générations de scientifiques. Et en France, la plupart des chercheurs sont fonctionnaires dans l'enseignement supérieur, dans la recherche. Donc c'est important aussi d'avoir une capacité à continuer à offrir des conditions de travail décentes, stables, aux nouvelles générations de scientifiques. Et les 3 fils conducteurs que le Programme mondial d'études du climat, l'ICSU, le comité de recherche sur l'Antarctique, a fait émerger récemment, qu'on a exprimé à la COP22, c'était de travailler sur la météo, c'est un fil conducteur, les extrêmes, la prévision, etc. Sur le carbone, le devenir du carbone, entre les différents compartiments du climat. Et puis la question des habitats. Alors les habitats, c'est plus subtil, mais quelles sont les conditions météorologiques vis-à-vis de limites physiologiques pour nous, les humains, pour les gens qui travaillent à l'extérieur, par exemple, il y a des limites physiologiques, mais aussi pour les espèces vivantes. L'évolution du climat va changer les habitats potentiels pour beaucoup d'espèces, dans les océans, sur les continents, et c'est aussi important de progresser dans notre capacité d'anticipation, parce qu'il y a également des risques d'effondrement, en fait, de la biodiversité et des écosystèmes, dont je n'ai pas parlé en relation avec le changement climatique. Voilà, j'espère que je vous ai un peu fait voyager dans la beauté des sciences du climat, mais aussi dans ce sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence, il est aussi le constat d'un fossé entre les connaissances très pointues qu'on accumule dans les laboratoires et puis les connaissances qui sont dans l'ensemble de la population, celles qui arrivent avec le système scolaire, le système éducatif. Il y a vraiment cette idée d'accélérer les choses. Et Pierre Léna porte à l'Académie des sciences une initiative à laquelle je souscris à 200%, qui consiste à partir des prochains rapports du GIEC, à traduire les résumés pour décideurs en résumés pour citoyens, pour enfants, en outils pédagogiques pour que le nouvel état des connaissances, en 2018, 2019, 2021, il puisse être transmis aux jeunes générations le plus vite possible. Merci de votre attention. Merci beaucoup Valérie pour cet exposé magnifique sur les progrès et l'état des connaissances sur l'évolution du climat à laquelle nous assistons, fait avec une très grande honnêteté, ce qui n'empêche pas un très grand engagement qui va avec. On a un peu de temps, j'espère. Bénédicte, on a un peu de temps pour les questions. On n'est pas à la bourre pour le timing du palais. Donc des questions, oui. Je vais y aller. Oui, je crois qu'il y a 2 ans de ça, on nous disait que quand on aurait atteint 450 ppm de CO2, on ne pourrait plus faire marche arrière. On était à 400, et théoriquement, à 5% par an d'augmentation, on les a dépassés aujourd'hui déjà. Alors en fait, pour l'instant, on a stabilisé les émissions depuis quelques années, mais la concentration dans l'atmosphère, elle continue à augmenter. Pourquoi ? Parce que par exemple, l'année dernière, on a eu un événement El Niño qui a conduit à des conditions particulièrement chaudes et sèches sur certains continents. Et dans ces régions-là, la végétation n'a pas été capable d'extraire du CO2 de l'atmosphère comme d'habitude. Donc ça illustre votre propos, c'est-à-dire même si nos émissions on les stabilise, on peut avoir des mécanismes de rétroaction, y compris avec le cycle du carbone, qui continuent à faire augmenter la perturbation. Des travaux récents publiés dans Nature cette semaine montrent que probablement ça peut être le cas aussi pour le carbone stocké dans les sols
dans certaines régions. Et on a aussi des constats qui s'affinent par rapport à la manière dont les sols gelés de l'Arctique vont en fait rejeter graduellement des gaz à effet de serre dans un climat qui se réchauffe. Alors vous faites référence à 450, on est à 400. Il est très difficile de dire le seuil à partir duquel ces processus échappent à notre contrôle. Moi, je le dis autrement. Moi, je dis on est rentré dans la zone rouge, c'est-à-dire la zone où l'influence de l'homme sur le climat, elle augmente les risques. Et l'urgence, c'est d'en sortir le plus vite possible. Alors, une deuxième remarque. Dans cette même salle, il y a 3 ans, on a eu un spécialiste du transport aérien qui nous a fait une belle conférence. Il nous a dit, dans très peu de temps, la consommation des avions aurait été divisée par 2. Et le trafic aura doublé dans la foulée. Voilà ce qu'on vous sort. Donc il n'y a rien à attendre non plus des avions. Hein. Alors il y a des engagements en fait au niveau international du secteur aérien qui s'engagent à partir de 2020 à ce que ces émissions de gaz à effet de serre n'augmentent plus. Alors ça n'est pas une réduction du trafic aérien, ce sont des progrès qui vont être graduels sur les performances des moteurs, sur l'introduction de carburants non issus des énergies fossiles, à partir d'algues ou d'autres systèmes. Mais ce qu'ils envisagent à court terme, c'est de financer des opérations de reboisement qui vont extraire du carbone de l'atmosphère. Donc il y a des enjeux majeurs par rapport au secteur du transport. Alors il y a le transport aérien que vous avez mentionné, mais il y a aussi le transport maritime. Et ce secteur-là a refusé, en fait, au niveau international, de prendre le moins d'engagement. Et à mon sens, s'il devait y avoir une action pour insister sur des objectifs pour le secteur du transport, peut-être que le plus important à court terme serait aussi qu'il y ait des engagements dans le secteur du transport maritime. Et ça, le transport maritime va jouer dans plusieurs volets. Il va jouer sur la qualité de l'air à proximité, par exemple, des villes, à proximité des ports. Ça va jouer sur les rejets de particules parfois très polluantes comme les suies issues des combustibles lourds, dont on sait qu'elles peuvent avoir des effets via la couleur de la neige, pour faire simple, et puis sur les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais le bateau il y a d'autres gens qui voudraient ne vous met poser pas des son questions. CO2 à grande altitude. C'est ça aussi. Oui, mais l'effet, en fait, il est aussi important. Et si on veut vraiment maîtriser l'évolution future du climat, s'il n'y a pas d'action pour baisser les émissions dans ces deux secteurs-là, on n'y arrivera pas. Alors, vous nous avez montré que les gaz à effet de serre avaient un taux très bas en Inde. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, on a appris qu'à New Delhi, il y avait une pollution vraiment très intense. Alors, comment expliquez-vous cela? Alors, donc, c'est les émissions de gaz à effet de serre par habitant. Donc, en Inde, en moyenne, c'est autour de moins de 1,5 tonne de CO2 par personne et par an. Mais cette valeur moyenne, elle masque de grandes différences. Et un habitant aisé des villes, qui a un 4x4 et qui se déplace par avion, qui a une alimentation carnée, par exemple, n'a pas du tout la même empreinte qu'un habitant d'un village végétarien, etc. D'accord ? Donc il y a des grandes différences. Sur les grandes villes indiennes, il y a une concentration très forte d'habitants. Il y a souvent une absence de transport en commun. Donc ce sont des villes engorgées par un flux continu de voitures, de 2 roues et de camions. Souvent donc il n'y a pas des normes vis-à-vis des particules de pollution et des gaz polluants locaux, en fait, comme nous l'avons introduit en Europe ou aux États-Unis graduellement à partir des années 1970. Et donc les chocs, en fait, en termes de qualité de l'air en Inde, c'est essentiellement des particules de pollution, donc des suies, des sulfates, et aussi du monoxyde de carbone, de l'ozone, très concentré dans les grandes villes. Vous avez mentionné pour l'Inde justement l'augmentation de la population. Vous n'avez pas mentionné l'augmentation de la population et le problème démographique qui existe au niveau de la planète. Est-ce qu'on n'a pas une difficulté supplémentaire à faire monter le niveau de vie des pays à bas niveau de vie, donc comme l'Inde, mais aussi on a à faire face à une augmentation de la population assez importante, notamment en Afrique. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Alors, le lien en fait entre la démographie et les émissions de gaz à effet de serre, je vais juste parler de cet aspect-là, il est complexe parce qu'en fait, c'est le nombre de personnes fois la quantité d'énergie consommée par personne fois la quantité de CO2 rejetée par unité d'énergie. Et donc, ça va dépendre du nombre d'habitants, mais aussi du mode de vie.
et enfin du mix énergétique finalement, et de l'efficacité énergétique du pays. Et dans des pays comme les États-Unis ou l'Union européenne, on a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une population qui augmente. Mais bien sûr, plus la population est nombreuse, plus l'action à faire pour réduire les rejets de gaz à effet de serre, au total, est importante. Et aussi, plus la population est nombreuse, plus on a une partie importante de la population dans des zones à risque. On peut peut-être rappeler qu'en France, 17% de la population vit dans des zones à risque d'inondation, par exemple. Donc, nous, on est un pays particulièrement vulnérable au risque d'inondation, comme la réalité nous le montre toutes les saisons, quasiment. Et donc, ce n'est pas uniquement le risque d'inondation, c'est le risque de submersion, le risque de sécheresse dans les zones semi-arides, le risque lié à la montée du niveau des mers qui va démultiplier l'effet des ouragans sur les surcôtes, etc. Donc l'augmentation de la population, elle augmente à la fois la vulnérabilité, mais aussi l'effort à faire pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. Et en même temps, parce que je veux bien finir sur une note positive, moi, il y a quelque chose qui vraiment me rend extraordinairement optimiste. C'est que quand on voit dans différents pays qu'il y a un investissement sur l'éducation et la recherche, on voit émerger en quelques années, en quelques dizaines d'années, des chercheurs au meilleur niveau international. Alors c'est le cas en Inde, c'est le cas en Chine, en Corée du Sud, c'est le cas au Maroc, en Afrique du Sud, ou au Sénégal, au Kenya, au Brésil, en Argentine, au Chili. Et on voit arriver toutes ces énergies qui permettent de construire à la fois des connaissances et des solutions. Autre question ? Oui, madame. Oui, attendez. Et puis après, ça disparaît complètement de vos schémas. Oui, parce que la vapeur d'eau, en fait, c'est un peu l'esclave du climat et c'est une rétroaction du climat. Je m'explique. La quantité de vapeur d'eau que l'atmosphère peut contenir dépend de sa température, Clausius-Clapeyron. Si vous augmentez la température d'à peu près 1 degré, la quantité de vapeur d'eau augmente d'à peu près 7% en moyenne. Donc, quand le climat se réchauffe, en fait, le profil de température dans l'atmosphère change. Si vous rajoutez des gaz à effet de serre, on a un réchauffement des basses couches, puis un refroidissement des hautes couches. Donc, ça va aussi changer le profil de vapeur d'eau. Dans nos régions, la quantité de vapeur d'eau est telle qu'on est quasiment saturé sur l'effet de serre de la vapeur d'eau. Par contre, dans les zones qui aujourd'hui sont sèches, les zones arctiques, les zones semi-désertiques, là, une petite augmentation de la quantité de vapeur d'eau va rajouter de l'effet de serre et c'est un des mécanismes d'amplification. Donc quand on montre la réponse du climat à une perturbation, ça intègre toujours la réponse de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Alors direct, c'est ce que j'ai décrit, mais il y a aussi une réponse indirecte par l'effet sur la formation des nuages et après les propriétés des nuages qui peuvent avoir un effet réfléchissant, un effet parasol ou un effet de serre. Mais d'avoir de la vapeur d'eau dans les zones désertiques, c'est plutôt une bonne chose, non ? Alors on peut avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais qui ne se manifeste pas nécessairement par des précipitations, puisque les mouvements de l'atmosphère, la température ne donnera pas de la condensation. Et l'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et de la température, c'est un vrai défi sur des limites physiologiques. Par exemple, nous, comme êtres humains, pour réguler notre température, on transpire. Mais si l'humidité augmente, ce mécanisme de régulation devient saturé. Et donc le fait de faire face à des conditions à la fois plus chaudes et plus humides, par exemple dans les régions tropicales, les régions de mousson, ça peut être un vrai enjeu sur la productivité humaine, en particulier pour les travaux pénibles, les travaux dans les champs, par exemple, dans les rizières. C'est pour ça qu'on avait la notion d'habitat, elle est intéressante, avec ces différentes dimensions. Autre question ? Pour donner encore une note optimiste, les risques d'épisodes canicules augmentent, mais les risques de grand froid diminuent, non ? Alors pas forcément, c'est-à-dire que statistiquement oui, sur le long terme, mais il est tout à fait possible d'avoir un hiver rigoureux dans un climat qui se réchauffe. Et un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de l'hiver 2009-2010, vous vous en souvenez peut-être. Ça a été un hiver assez particulier en Europe, et c'était un hiver où on a eu la situation la plus marquée depuis le début des mesures météorologiques, avec une prédominance en gros des vents du nord et des vents de l'est, donc en hiver qui nous apportaient de l'air froid. Donc la situation météorologique, c'était la plus intense de cette nature, mais ce n'était pas l'hiver le plus froid. Mais dans votre courbe, les grands froids... C'était l'été, je montrais l'été là, je ne montrais pas l'hiver. Mais quand on regardait le côté hiver... Oui, mais c'était les étés. Ah, c'était l'été, d'accord. Voilà, c'était pas les hivers froids. Et donc je termine juste, et si on prend l'hiver 2009-2010, la situation météorologique, c'était la plus exceptionnelle,
Mais ça n'a pas été l'hiver le plus froid. Il était battu par les hivers 1956, Oui, etc., que vous avez peut-être encore en mémoire. Oui, moi je l'ai vraiment. Parce que simplement, l'Arctique s'est réchauffé. L'Arctique s'est réchauffé de plusieurs degrés. Et donc, quand les vents soufflent du nord aujourd'hui, ils apportent bien sûr de l'air froid, mais moins froid que dans les années 1950. Autre question? Oui, attendez, j'arrive. Oui. Non, parce que c'est enregistré, c'est mieux. Oui, Merci. Moi, je suis absolument pas spécialiste. Hein. Et comment vous expliquez les grandes variations de température de l'ancien temps, des époques glaciaires? Il n'y avait pas le CO2 là, il n'y avait pas. Alors ça, en fait, c'est mon travail à moi. Ah. Et donc, en deux mots, à l'échelle du dernier million d'années, le principal facteur initial qui est à l'origine de ces grandes variations, que ce soit les épisodes du Sahara vert, hein, de moussons plus intenses ou de climat glaciaire, c'est la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Donc la trajectoire, elle est parfois plus circulaire ou plus aplatie. Ça varie tous les 100 000 et 400 000 ans. Parfois, l'axe d'inclinaison de la Terre est plus ou moins marqué. Ça varie tous les 40 000 ans environ. Et puis la position des saisons sur l'orbite change tous les 19 et 23 000 ans. Alors, ce n'est pas une horloge suisse, en fait. Hein. Mais donc, quand on a... Alors, comment une glaciation se déclenche? Donc, je vais essayer de le résumer. Donc, quand on a en fait la Terre qui est assez loin du Soleil en été, on va avoir des étés frais. Ça veut dire que la neige qui était tombée sur le nord de l'Europe, la Russie, le nord de la Russie ou le nord de l'Amérique en hiver, ne va pas fondre l'été. D'accord? Ça, c'est vraiment lié à l'orbite de la Terre. Et si la neige ne fond pas l'été, elle va s'accumuler année après année. Petit à petit, ça va faire des calottes de glace qui ont couvert l'Europe, qui ont couvert l'Amérique du Nord. Et en fait, il y a un certain nombre de mécanismes amplificateurs. Si vous avez de la neige, vous avez un effet miroir, ça amplifie. S'il fait plus froid, il fait plus sec, moins de vapeur d'eau, on perd l'effet de serre de la vapeur d'eau. L'océan se couvre de banquise, effet de miroir. Et un océan plus froid, c'est un océan qui va stocker plus de CO2 et qui va le séquestrer tout au fond des eaux très froides et très denses. Et donc on perd l'effet de serre du CO2, un peu. Et les deux principaux amplificateurs, c'est l'effet miroir des calottes et l'effet de serre du CO2 et puis aussi du méthane d'ailleurs, parce qu'il y a moins de zones humides, qui diminue. Donc à cette échelle de temps-là, la cause, c'est l'orbite de la Terre. Et les grands phénomènes amplificateurs, c'est les glaces et le cycle du carbone. Et puis vice-versa dans l'autre sens. Et aujourd'hui, nous, on change en fait ces relations, puisque on rajoute du CO2, le climat s'y ajuste, mais ça va changer aussi le cycle du carbone, etc. Voilà. Alors c'est en deux mots. Hein. Je me permets encore de vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en France, le problème n'est pas l'électricité, qui est déjà à 99% décarbonée, mais c'est les transports et le chauffage? Alors en France, c'est les transports, mais aussi le chauffage, mais aussi le modèle agricole. Oui, d'accord. Eh bien parce que l'élevage intensif de ruminants contribue au rejet de méthane, et puis par ailleurs l'utilisation de fertilisants azotés rejette du protoxyde d'azote, et puis l'agriculture mécanisée, le stockage au froid des aliments, leur transport sur des grandes distances rejette aussi des gaz à effet de serre. Et l'empreinte, elle est importante en réalité. En particulier pour la France qui dépend moins uniquement pour l'électricité des énergies fossiles que d'autres pays. D'autres questions? Oui, monsieur. Alors, avec un ensemble de collègues, on a publié dans Science un article au mois de septembre qui fait le point, donc qui montre les tendances observées depuis qu'on a des données par satellite, 1979. Donc, sur cette période-là, on a un réchauffement de l'Antarctique de l'Ouest, très fort sur la péninsule antarctique, vous savez, la petite pointe qui est en dessous de l'Amérique du Sud, et puis pas de tendance significative, voire un léger refroidissement dans d'autres secteurs. La banquise antarctique, elle fluctue énormément sur plusieurs décennies. Il y a une légère tendance à l'augmentation, contrastée du côté Pacifique, une baisse, du côté océan Indien-Atlantique, plutôt une augmentation. Et nous, on a rajouté des données en travaillant sur les carottes de glace, les sédiments marins, sur 200 ans. Et ce qu'on montre sur 200 ans, c'est que la plupart des variations qu'on observe aujourd'hui restent dans la gamme des variations qu'on peut caractériser sur à peu près 200 ans. Donc ça veut dire que la plupart des choses qu'on observe autour de l'Antarctique, c'est de la variabilité spontanée
du climat dans cette région. À une exception, et une seule, c'est l'intensité du vortex, donc des vents autour de l'Antarctique. C'est ce que nous on appelle dans notre jargon le mode annulaire. Et celui-là, il a vraiment changé, en particulier localement en été et à l'automne. Et ce changement-là, on le relie à la destruction de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, qui a changé les vents d'altitude et qui a probablement changé de manière significative les vents de surface. Et le dernier point, c'est qu'on pense que c'est en Antarctique qu'on verra en dernier, en tout cas au-dessus du continent, l'effet de l'augmentation des gaz à effet de serre sur le climat. Parce qu'il y a une inertie très forte du côté de l'océan austral. Et là où on a un gros point d'interrogation, c'est sur l'écoulement des glaces de l'Antarctique. Donc du côté ouest, on a des glaces qui s'écoulent plus vite maintenant qu'il y a une trentaine d'années. C'est pas piloté par le réchauffement de l'air, c'est piloté par des eaux de mer, pas en surface, à quelques centaines de mètres sous la surface, qui remontent près du continent, qui rentrent sous les pans de glace flottants et qui les attaquent par en dessous. Et le mécanisme, la cause de ce changement-là, on ne le sait pas encore complètement. J'en profite pour vous poser une question sur la couche d'ozone. Donc vous avez mentionné cette constatation optimiste et positive que les CFC sont en voie de diminution. Enfin, se sont stabilisés. Se sont stabilisés. Il paraît que le trou dans la couche d'ozone, en tout cas, est stabilisé lui aussi, ou diminue peut-être. Alors il va dépendre des conditions météorologiques de chaque été ou de chaque hiver pour l'instant. Mais par contre, vous avez montré, on le voyait bien, que les gaz qui les ont remplacés, les HFC, montent. Et j'ai cru comprendre, enfin c'est ce qu'on dit, qui contribuent à l'effet de serre. Est-ce que c'est vrai ? Oui, donc ce sont des gaz qui ont, les HCFC, qui ont un effet de serre extrêmement fort, et pour lesquels il y a eu une décision intergouvernementale récente, dans le cadre d'un accord obtenu à Kigali cet automne, pour graduellement, entre maintenant et 2028, arrêter de les produire. Donc ils ont individuellement, chaque molécule a un effet de serre extrêmement fort, mais l'effet aujourd'hui net est beaucoup plus petit que celui du CO2 ou du méthane. Oui, une question là. Je suis là pour ça. Bon, vous avez dit que vous étiez assez étonné qu'aucun des présidentiables n'ait parlé de développement durable. Vous n'êtes pas la seule. Est-ce que les membres du GIEC comptent être reçus par les futurs présidentiels? Alors le GIEC, en fait, en tant que tel, il a pour mandat d'être pertinent pour éclairer les choix politiques, mais pas prescripteur. C'est vraiment son mandat explicite. Donc il ne fera aucune action, simplement il est à la disposition des différents pays qui souhaitent avoir à tel ou tel niveau un échange direct avec les membres du GIEC même ou les auteurs des rapports de la région, par exemple. Après, je pense qu'il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité à tous comme scientifiques. C'est-à-dire comme une des forces dans un pays, une des forces collectives. Moi je suis très admirative de votre société de physique avec ses 3000 adhérents. En sciences du climat, on n'a pas, nous, de société savante. C'est compliqué parce qu'on mobilise des disciplines différentes qu'on fait travailler ensemble. Donc on a des sociétés au niveau international, l'Organisation européenne des géosciences, par exemple, qui est une de nos sociétés savantes. Mais moi, je pense que c'est le rôle aussi des sociétés savantes, de l'Académie des sciences, à un moment donné, d'interpeller finalement les politiques pour savoir quels sont leurs projets sur des sujets qui nous touchent. Bon, on a bien l'intention de le faire, on en a parlé à la Société française de physique. On souhaiterait interpeller, alors évidemment pour nous c'est la physique, les candidats à l'élection présidentielle. On ne va pas le faire tout seul, on va se mettre ensemble avec d'autres sociétés savantes et sans doute avec l'Académie. D'autres questions? Oui. Précisément sur ce problème d'interpellation, ce que peut faire une société savante, c'est intéressant, mais dans la plupart des débats, on voit un expert, parfois d'économie, enfin, on ne sait pas d'ailleurs quels sont ces titres d'expertise, qui juge les programmes des candidats. Pourquoi ne pas œuvrer pour qu'il y ait des experts dans le domaine environnemental, en particulier sur le climat, qui pourraient faire la même chose? Parce que
si les gens ne s'intéressent pas trop à ce sujet-là, c'est aussi parce que il est absent du débat. Si un expert intervient et pose à chaque candidat des questions et se permet de juger éventuellement ses propositions, peut-être que l'avis dans la population va changer. Ça passe aussi par la formation des journalistes, parce qu'en fait, ce à quoi tu fais référence, c'est un des journalistes d'une des chaînes de télévision, par exemple, qui apporte ce type d'éclairage. Moi, je pense qu'il y a aussi la question de la formation des journalistes, et si je dois dire combien de journalistes en France sont capables, par exemple, de juger la pertinence d'une publication scientifique, est-ce qu'elle mérite un article détaillé ou pas dans mon domaine, il y en a une dizaine, en fait, c'est pas beaucoup. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, et je pense qu'il y a un enjeu là aussi à faire émerger des journalistes qui sont capables d'interpeller des candidats en ayant une analyse critique et une bonne connaissance de l'état des lieux. Et je ne sais pas quel est l'état des lieux en physique, quels sont le nombre de journalistes capables finalement de juger ce qui mérite d'être porté à l'attention du grand public sur des sujets nouveaux. Il y en a quelques-uns, mais ils se comptent sur les doigts d'une main probablement. On en a mentionné un dans le jury, mais il y en a quelques autres aussi. Mais c'est vrai que je prends votre... Pour l'instant, on est parti sur un questionnaire, mais peut-être qu'il faudra qu'on aille plus loin. On verra comment ça se développe. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi le cadre juridique. Donc il n'y a pas que la partie purement scientifique. Oui. Et par exemple, des articles récents auxquels j'ai contribué forment le socle d'une plainte qui est posée par 21 jeunes Américains dans le cadre d'une ONG qui s'appelle Our Children's Trust, et qui est une plainte qui a été jugée recevable après l'examen par plusieurs juges sur le droit constitutionnel américain vis-à-vis de la responsabilité du gouvernement fédéral sur les biens communs. Les biens communs, c'est l'air, c'est l'eau, c'est les milieux naturels. Et il va y avoir, je l'espère, un procès vraiment de réflexion profonde sur la responsabilité d'un gouvernement fédéral par rapport aux biens communs et à leur transmission aux jeunes générations et aux générations futures. Et je pense que cette dimension juridique, avec l'accord de Paris, risque de prendre une importance de plus en plus grande, même si l'accord lui-même n'est pas juridiquement contraignant. Il y a des mécanismes en fait de promesses, de mesures, de vérifications, qui peuvent faire qu'un État se trouve mis en demeure de respecter ses engagements, par exemple. D'autres questions ? Non, je crois que c'est bon. Donc il y a maintenant, d'abord on remercie encore une fois très chaleureusement. Merci. Valérie.